Alors, monsieur, bonsoir. La joie est grande de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Carte sur table, mardi le 2 mai 2023, lendemain de la journée internationale du travail. Et veille, surtout veille, de la journée internationale de la liberté de la presse. On va donc essayer de rapprocher ces deux événements pour faire un débat autour de la presse ce soir. Et je voudrais d'emblée m'inspirer de cette observation du réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse pour planter les décors de l'émission de ce soir. Le réseau, donc, étant un regroupement de médias et de syndicats, d'associations socio-professionnelles, et qui entend apporter sa contribution en suscitant un débat autour de la dépénalisation des délits de presse au Cameroun. Cela dit, le constat qu'il fait est le suivant. En Afrique subsaharienne et en Afrique francophone, le Cameroun et la Guinée équatoriale restent les seuls pays où la diffamation et les délits par voie de presse continuent de relever de la compétence du juge pénal. Ce qui est incompatible avec la liberté de la presse. Je l'ai dit donc, demain, c'est journée internationale, une journée de commémoration, il faut le préciser, moins festive. Elle-même intervient 2 jours après celle de la journée du travail. Alors, profitons pour aborder l'essentiel des questions qui concernent aussi bien la liberté de la presse que l'emploi des hommes de médias, dont la précarité est à questionner. Ce soir, 2 politiques et 2 personnalités de la société civile qui vont évidemment nous accompagner dans la réflexion de ce soir. Je dis d'abord bonsoir à Yves Abaman. Bonsoir, Dipita, bonsoir aux panélistes. Je voudrais profiter de cette première prise de parole pour poser un problème assez sérieux. C'est vrai qu'on parlait de liberté de la presse, mais je voudrais mettre en avant ce soir un autre corps de métier qui souffre autant que celui des journalistes. Je voudrais parler de mes collègues enseignants des collèges privés. Je vous assure, mon cher Dipita, j'ai reçu des informations il y a 2 semaines qui font état de ce que beaucoup d'enseignants des collèges privés n'ont pas de salaire depuis le mois de février. Entre-temps, les parents ont payé des pensions. Je me demande comment les fondateurs qui maintiennent les enseignants dans cette situation-là peuvent dormir tranquilles chez eux à la maison. Je me demande comment ils réfléchissent dans leur tête. Ils se disent que ces enseignants disent quoi à leurs bailleurs, ils disent quoi à leurs enfants, ils disent quoi à leurs épouses. Depuis le mois de février, je ne veux pas donner les noms d'un certain nombre d'établissements qui m'ont été communiqués ici, mais je voudrais dire que c'est extrêmement grave et je voudrais souhaiter que les autorités en charge de l'éducation, Madame la ministre, Monsieur le délégué régional des enseignements secondaires, Madame le délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, qui est une dame très dynamique, essaye d'ouvrir les yeux sur cet aspect de l'éducation. C'est grave. Quand on passe le temps à mettre le projecteur sur les enseignants fonctionnaires, on se dit, bon, oui, on veut régler la situation de l'enseignant, mais je vous assure que si on règle les problèmes du fonctionnaire au Cameroun, des enseignants fonctionnaires, on aura réglé peut-être 10 à 15% des problèmes de la profession enseignante. Il faut qu'on regarde nos collègues du privé, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être fonctionnaires comme nous, et qu'on se dise que ces gens étaient à l'école, on ne peut pas les sacrifier, on ne peut pas les laisser à la merci des fondateurs véreux. Et je vous prie, les journalistes, je sais que vous avez une voix qui porte, vous êtes un contre-pouvoir, je vous prie de faire parfois des descentes dans cet établissement-là pour aller voir comment ces collègues sont traités. Tout un plaidoyer, vous nous mettez à la tâche, on saura certainement rebondir sur cette problématique, interpeller davantage les pouvoirs publics pour également regarder ce cas de figure. Cela dit, merci, merci d'être là ce soir. Etienne Tassé, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Merci également d'être des nôtres ce soir. Je rappelle que vous êtes coordonnateur d'une organisation non gouvernementale, JAD, vous nous direz. Oui, tout à fait. JAD, qui est journaliste en Afrique pour le développement, qui est une ONG de journalistes. D'ailleurs, l'ONG qui a suscité la création du réseau des médias pour la promotion de la liberté de la presse, dont vous avez fait mention tout à l'heure là. Et nous sommes très heureux de savoir que ce réseau a fait de grands pas au point où aujourd'hui, le réseau est à l'initiative des débats tels que celui que nous avons aujourd'hui. Merci de votre amitié, d'ailleurs davantage de l'expertise que vous allez nous apporter, parce que vous encadrez également les hommes de médias dans ce que vous êtes journaliste, il faut le rappeler. Tout à fait. Marie-Auban, bonsoir. Bonsoir, Dipita. J'ai envie de dire qu'on ne présente plus, mais je le ferai. Marion, la présidente nationale
du syndicat des journalistes du Cameroun, SNJC, syndicat national pour faire précis, des journalistes du Cameroun. Merci infiniment d'être là également, au cœur d'une problématique que vous maîtrisez davantage aussi. C'est un plaisir quand des questions de travail et des questions de liberté de la presse se mêlent. C'est peut-être pas un hasard que la proximité de la célébration des 2 journées soit effective. Ça veut dire que le problème est réel. Je ne remets pas en cause la situation des enseignants, mais je dis, vu la proximité, c'est peut-être que les journalistes ont beaucoup plus de problèmes qu'on ne le pense, et ce serait l'occasion ce soir d'en parler un peu plus en profondeur. Alors, pour commencer, je rappelle qu'on aura d'un moment à l'autre Max Wabo du MRC qui nous a confirmé sa présence dans ce studio. Il est déjà dans nos couloirs. On va le recevoir ici. Alors, pour commencer, Étienne, dites-nous un peu, si on essaie de faire un état des lieux de cette problématique, je l'ai dit, vous êtes une organisation non gouvernementale qui travaille précisément sur ces questions-là. Qu'en diriez-vous au Cameroun aujourd'hui? Oui, je dirais que je vais parler plus précisément de la liberté de la presse. Je dirais que cette situation est mi-figue, mi-raisin. Parce que bien que sur un autre plan, il y a une diversité de médias, on se rend compte que jusque-là, le Cameroun, par exemple, est toujours très très mal classé au niveau du classement des Reporters sans frontières. Bien sûr, l'année dernière, le Cameroun a fait un grand pas en avant en passant de la 135e place à la 118e place grâce à la libération justement des journalistes qui étaient en prison. Nous continuons à militer, à faire le plaidoyer pour que les délits de presse soient dépénalisés, parce que tant que le journaliste est encore susceptible d'aller en prison à cause de ses écrits, on ne peut pas dire que le journaliste est libre. D'accord. Je fais le même exercice avec vous, Yves Abama. Si je vous demandais de faire, en tant qu'observateur, en tant qu'homme de médias finalement, vous êtes l'un des porte-parole du RDPC, c'est en cette qualité que vous êtes là ce soir. Vous, qu'en direz-vous? Bon, j'ai aimé la formule que monsieur le coordonnateur a utilisée tout à l'heure. Il dit mi-figue, mi-raisin. Et ça correspond un peu à l'état d'avancement de notre société, même de notre démocratie dans l'ensemble. Vous savez que le pays étant un pays en construction, on ne peut pas tout avoir qui soit parfait. Il y aura des points où les choses auront évolué. Il y aura forcément d'autres points où les choses sont en retard. Je sais que pour côtoyer les journalistes au quotidien, vous vous intéressez plus aux choses qui ne marchent pas. Bon, on comprend parce que vous voulez que ça marche. En fait, c'est une situation qui est en réalité conforme à notre façon de faire. Et quand je dis conforme à notre façon de faire, à notre niveau d'évolution, pardon, ce n'est pas pour m'en satisfaire. C'est pour dire que nous sommes en train de faire une marche. Nous apprenons, nous découvrons. Au fur et à mesure qu'un certain nombre de dénonciations sont faites, les corrections se font. Bon, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas regarder la chose de près pour faire la part des choses entre les délits de presse et les délits de droit commun? Parce que des journalistes qui sont en prison au Cameroun, je vais vous titiller en vous demandant, avez-vous fait un certain inventaire pour nous dire, par exemple, sur 10 qui sont incarcérés, tel nombre le sont pour les délits de droit commun, tel autre le sont pour des délits de presse? Là encore, il faut vraiment, je ne sais pas si vous avez... Je ne vous lance pas tout de suite, mais c'est peut-être le fond de la problématique. C'est-à-dire que beaucoup parlent de la dépénalisation, mais je veux dire le fait que la loi même, elle a été votée, entretient le fait qu'elle entretienne cette forme de confusion, ne contribue-t-il pas à... Oui, et vous savez, même au niveau de cette délai de presse, vous savez ce qui se passe au Cameroun, vous savez vous-même, comme dans toutes les corporations, dans la corporation des journalistes que je respecte, il y a autant de brebis galeuses que dans toutes les autres corporations. Quand vous voyez un monsieur qui prend par exemple son antenne et qui à longueur de journée, brocade, insulte, calomnie et autres, on se dit bon, ceux qui subissent ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font
si à un moment on nous dit, bon, on dépénalise, est-ce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas un travail préalable que la corporation des journalistes doit faire pour se nettoyer en interne, de sorte qu'une fois les délits de presse dépénalisés, qu'on ne se retrouve pas face à un certain nombre de dérives. Vous voyez? Donc il y a un certain nombre de questions qu'on se pose et on se dit, bon, on verra, quand on essaie de voir comment la société évolue, avec le temps, on saura sur quel pied danser. Marie, bon, votre rôle au quotidien, c'est davantage de défendre les droits, les intérêts, défendre de même la profession de journalisme au Cameroun. Vous, quel est l'état des lieux si je vous pose également la question que vous en faites? Je trouve que mes deux copanélistes qui ont pris la parole avant sont gentils. Quand ils parlent de mi-figue, mi-raisin, moi je parlerais d'une situation vraiment au vinaigre. Parce que c'est quelque chose qui ne nous grandit pas en tant que nation et qui ne grandit pas la profession et qui ne grandit même pas l'évolution de la magistrature au Cameroun. On ne peut pas parler de liberté de la presse et la dépénalisation reste quelque chose qui est exercé au quotidien. C'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de chaque journaliste qui va faire son métier et c'est quelque chose de regrettable. Tout à l'heure, on parlait du ranking du Cameroun sur la liberté de la presse. Sur le plan mondial, on était à 116. 118, mais c'est une situation où nous sommes restés constants depuis presque 3 ans. On n'a pas évolué, on n'a pas régressé. C'est vrai qu'on partait d'une situation qui était pire, mais il n'y a pas eu une réelle amélioration. Pourquoi je le dis? Et là, je ne porte pas de gants pour interpeller le gouvernement. La loi sur les délits de presse au Cameroun, elle est mauvaise. Vous ne pouvez pas être en train d'exercer et dans l'exercice de votre profession, vous avez une épée de Damoclès qui vous dit si vous ne faites pas ci, vous risquez d'aller en prison. Et même le respect, le minimum de respect qui est dû à la profession, on ne l'a pas parce que, tenez-vous bien, le dernier, l'aide à la presse publique, institutionnelle camerounaise, elle est de combien? Elle a été de 250 000 pendant plusieurs années. De budget 2023, elle est passée de 250 000 à 56 millions. 250 millions à 56 millions. Et vous estimez qu'on a du respect pour les journalistes dans ce pays, on a du respect pour la profession? Je vous dirai tout de suite non. Et j'insiste pour dire que cette situation n'est pas mi-figue, mi-raisin, c'est du vinaigre. Marc Swabo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs. Bonsoir à les compatriotes qui sont sur le plateau avec nous. C'est un honneur, c'est un plaisir de me retrouver parmi vous. Je rappelle que vous êtes le représentant du MRC ce soir sur le plateau. Vous faites également un état des lieux à l'observation. En relation avec le thème du jour. Bien sûr. Bon, écoutez, c'est vrai que je viens avec un léger retard. J'ai suivi certains compatriotes parler de la liberté de la presse. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si... moi, j'ai dit un thème, liberté de presse et emploi décent. Je ne sais pas trop bien pourquoi il faille faire trop de... On fait une fixation sur la liberté. Et du coup, je me pose la question, l'emploi décent, c'est à quel niveau? En fait, pour faire sérieux, M. Dipita, j'ai été, je veux dire en toute sincérité, que j'ai été très embêté de devoir partager ce thème avec vous aujourd'hui, de devoir me rendre sur votre plateau. Parce que lorsque vous m'appeliez, j'étais à Yaoundé, j'ai marqué très rapidement mon accord, mais quand je suis revenu sur Douala, très rapidement, j'ai eu envie de ne pas participer à l'émission. Participer à l'émission, pourquoi? Parce que quand j'ai revu le thème, j'ai été un peu inquiet. J'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, est-ce que ce thème, est-ce que les gens voient ce thème comme je vois? Parce qu'on me parle d'une liberté de la presse, on me parle d'un emploi décent, et on me dit la presse, le mouton noir. Peut-être je vais vous relancer en vous disant qu'est-ce que vous entendez par mouton noir. Je ne sais pas très bien à quoi ça renvoie, mais les thèmes qui m'ont frappé, c'est liberté et c'est emploi décent. Alors lorsque vous parlez d'emploi décent, c'est en relation, c'est en référence aux journalistes, c'est l'emploi décent? Très bien. Alors, si c'est le cas, je ne voudrais pas, avec me servir de votre plateau ce soir pour me faire
des ennemis tant au niveau des journalistes que je côtoie qu'au niveau justement des patrons des médias. Mais l'homme politique qui va parler ce soir, je me dois de recadrer ou bien de dire un certain nombre de choses telles que je les entends, parce qu'au MRC, on a besoin justement que le changement soit effectif. Et si on a besoin d'un changement effectif, eh bien, il faut justement dire les choses telles qu'elles sont. Je vais donc me livrer à cet exercice ce soir. Ça va peut-être me couper les cheveux, mais je me dois justement de dire un certain nombre de choses. Je veux, dans un premier temps, lorsqu'on renvoie à la liberté, oui, on peut dire en toute sincérité, on va peut-être parler d'une liberté de la presse, mais il faut bien qu'on sache que la liberté de l'un commence ou s'arrête la liberté de l'autre. On ne peut pas, dans une république, se permettre de dire n'importe quoi. Je crois à un moment donné, j'ai suivi mon panéliste de droite, dit à un moment donné qu'il y a des gens de médias qui prennent leur antenne, matin au soir, peuvent justement dire du n'importe quoi sur les gens. Peut-être ça peut être un règlement de compte, peut-être ça peut être une manipulation de la presse, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faut quand même avoir le courage de dire que ce soit la presse, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes. Aujourd'hui, on est dans un cercle, dans un stade où il y a la manipulation de la presse. Il ne faudrait pas toujours dérouler le tapis rouge aux journalistes parce que les journalistes eux-mêmes doivent se donner une certaine valeur. Et si vous donnez une certaine valeur, on va justement éviter un certain nombre de dérapages. Alors, dit aujourd'hui qu'on doit dépénaliser, c'est quoi, les délits de presse? Non, nous sommes dans une république. Dans une république, on ne peut pas s'amuser de penser qu'on peut laisser la presse dire n'importe quoi. Nous savons très bien qu'il y a des médias ici qui se lèvent un matin, ils vous passent à un sabotage gratuit et l'image des gens en prennent un coup. Donc, j'aurai peut-être l'occasion par la suite d'en faire un développement. Maintenant, au niveau de l'emploi décent, c'est où j'ai été un peu très inquiet. D'accord. Je peux aller? Je vais vous couper là-dessus, juste pour faire un petit recadrage, je rappelle, simplement. Et je pense que votre léger retard vous a effectivement joué un vilain tour, parce que dès l'entame de l'émission, on a planté le décor. L'émission se situe entre le 1er mai, Journée internationale du travail, et le 3 mai, Journée de la liberté de la presse. On a donc voulu faire d'une pierre deux coups pour parler de la situation en réalité des médias au Cameroun, mais en se focalisant sur les libertés ou la liberté de la presse et sur l'environnement du travail, sur le cadre, sur les emplois des journalistes. Très bien. Voilà un peu le cadre. Et je pense qu'au briefing, en 2 mots, on a essayé de... Très bien. Je suis d'autant plus content parce que ça me rassure que je comprends le thème. Et je voulais tantôt parler de l'emploi décent. Merci de le faire. L'emploi décent reviendra donc en deuxième partie de l'émission. C'est pour ça que j'ai essayé de... On commence avec les questions de liberté. D'accord. On les déblaye et puis derrière, on va essayer de voir d'ailleurs s'il y a un lien entre ces libertés et puis c'est... Alors, cela dit, on est... Je veux dire, chacun a son regard, qui d'ailleurs varie entre les panélistes sur l'état des lieux. Marion le disait tout à l'heure, c'est un sang plus doux. Quant aux questions de liberté, elle, je crois que du haut de son expertise, de son vécu en tant que présidente du syndicat et puis syndicaliste depuis plusieurs dizaines d'années, a également donné son... Alors, regardons de l'état des lieux que l'on vient de faire. Selon vous, quels sont les freins, si tant il est qu'il y en ait? Qu'est-ce qui fait qu'au Cameroun, vous en tant qu'observateur averti, puisqu'acteur politique, vous en tant qu'acteur du terrain, journaliste et puis je l'ai dit, société civile, selon vous, quels sont les éléments qui ne permettent pas l'épanouissement, que les journalistes s'expriment selon l'art de la profession, du métier, la déontologie, l'éthique, librement dans l'exercice de leur profession? Je reprends avec vous, Étienne. Oui. En fait, il y a un certain nombre de freins, notamment d'ordre juridique, qui font que le journaliste au Cameroun ne fait pas véritablement son travail, parce qu'il se laisse aller à l'autocensure. Je prends quelques cas. Il y a une loi, il y a une disposition du code pénal qui impose aux journalistes de dénoncer ses sources. C'est une disposition sur la non-dénonciation. C'est-à-dire que si le journaliste est au courant d'un délit de ses enquêtes, il doit aller le dénoncer aux autorités judiciaires, alors que ce n'est pas le travail du journaliste. Donc, c'est une disposition qu'il faudrait vraiment élaguer dans notre code pénal. Il y a également la loi antiterroriste. Vraiment, ça, c'est vraiment l'épée de Damoclès qui
qui est sur la tête des journalistes, et également la loi sur la cybercriminalité. Parce que, en fait, le code de procédure pénale avait quand même aménagé certaines dispositions qui étaient quand même favorables à la liberté de la presse. Mais la loi sur la cybercriminalité et la loi antiterroriste sont venues alors comme un couperet sur la tête des journalistes. Donc, voilà les dispositions judiciaires qui font que le journaliste au Cameroun est tous les jours sur le point d'aller en prison. Et ça fait que le résultat, c'est qu'il ne fait pas bien. Les enquêtes, il y a très peu d'enquêtes bien menées dans nos médias. À cause de quoi? À cause de l'autocensure. Voilà, à mon avis, les principaux freins à ça. Maintenant, je dois quand même réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites avant. Monsieur Wabo semblait s'inquiéter de ce que nous militons pour la dépénalisation des délits de la presse. Je dois dire que, en fait, le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique centrale où les délits de presse sont encore pénalisés. Ce délit a été dépénalisé au Tchad, en Centrafrique, au Gabon et même au Congo. Donc, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, si des pays comme ceux que je viens de citer ont dépénalisé ce délit, le délit de diffamation, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au Cameroun? Non, ça nous fait honte de savoir que nous, et peut-être la Guinée équatoriale, on reste les seuls 2 pays d'Afrique centrale où on envoie les journalistes en prison parce qu'ils ont écrit des papiers sous prétexte qu'il s'agit de la diffamation. Bien sûr, il y a nous ne disons pas qu'il ne faut pas punir un journaliste qui a diffamé, mais nous préconisons plutôt des sanctions pécuniaires et pas des sanctions privatives de liberté. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Résultat de ce classement, n'est-ce pas? Résultat de cette pénalisation. J'ai dit, nous, on l'a dit tout à l'heure, que le Cameroun est très mal placé, n'est-ce pas, sur le plan mondial, et même en Afrique centrale. On est avant-dernier en Afrique centrale au niveau de la liberté de la presse. Ça fait mauvais effet pour un grand pays comme le Cameroun d'être si mal classé. Et toujours pour que vous compreniez le sens de ce que nous sommes en train de dire, pour que le Cameroun puisse progresser au niveau du classement l'année dernière, il a fallu qu'on libère un certain nombre de journalistes. Vous savez, il y a eu des libérations l'année dernière. Actuellement, peu sont les journalistes qui sont actuellement détenus à cause de la diffamation. Or, cette libération des journalistes a fait que nous passions de la 135e position à la 118e. Ça veut dire que si on fait encore plus d'efforts, on sera mieux classé. Je peux dire un mot? Oui, allons-y. Alors, j'ai envie de dire ceci. Je vous ai bien écouté. Mais jusque-là, je ne vais pas justement aller dans votre sens. Écoutez-moi très bien. J'aurais pu donner, dans certaines mesures, je peux donner tort au gouvernement. Parce qu'en réalité, on peut s'interroger sur la formation des journalistes. Est-ce que ceux qui posent des actes de nature à ne pas respecter la profession, qui conduit justement à des fautes professionnelles et dont on met en application la loi, est-ce que ceux-là sont véritablement formés? Je vais vous dire une chose. Ici au Cameroun, il y a un problème. Et c'est où je peux dire que le gouvernement camerounais n'a pas été honnête. La loi camerounaise me pose problème. Si je vous posais la question, vous qui semblez être de la profession, qui est journaliste? Qui est journaliste au Cameroun? Allez regarder vos lois de 90, allez regarder vos lois de 2002. Qui est journaliste? Vous dites vous-même, dans votre cadre, qu'on peut être journaliste parce qu'on est allé dans une école de formation de journalisme, auquel cas on devient journaliste. Mais d'un autre côté, vous dites qu'on peut être journaliste parce qu'on a exercé sur le terrain, d'accord? Autrement dit, on est un praticien sur le terrain, on a fait un ensemble de documentaires et autres, on devient journaliste. La question que je me pose, écoutez, pour devenir médecin, pourquoi on n'a pas dit que pour devenir médecin, il faut avoir, on peut ne pas être allé à l'école de médecine, mais on se met à exercer parce que la pratique sur le terrain on devient médecin. Non, à partir de la loi qui régit la profession de journaliste, il y a problème. Et en ce moment-là, on peut donc trouver des brebis galeuses. Parce que moi, j'estime qu'un journaliste qui est allé à l'école, qui a suivi des cours en relation avec la déontologie,
avec la démarche du journaliste, ne peut pas commettre des erreurs comme un journaliste qui s'est formé sur le tas. Le problème dans votre profession aujourd'hui, c'est que des gens abordent la casquette de journaliste sans avoir fait une école de journalisme, eh bien, n'ont pas reçu dans tous les cours qu'on prend à l'école de journalisme. Je vais vous dire une chose. Des gens sont journalistes, ils sont sortis de l'ESTIC, ils sont sortis des écoles de formation, des gens ont même des masters, ont même des doctorats, je crois que ça existe dans votre profession. Vous voulez me dire que quelqu'un qui a eu son baccalauréat, et parce qu'il a roté pendant 10 ans dans la profession, vous voulez me dire qu'il peut être journaliste au même titre que celui qui a reçu les cours à l'école? Je vous dis non. Pour moi, il faut regarder le cadre. Il faut regarder encore votre loi et ne considérer que journaliste que celui, effectivement, qui a fait les études de journaliste et qui a justement eu un parchemin. Parce que c'est justement ceux-là que vous tractez des journalistes qui ne sont véritablement pas dans votre profession. C'est à 90% ceux-là, justement, qui font du dérapage parce que n'ayant pas été véritablement formés. Marianne voudrait répondre à cela? J'aime bien l'engagement du représentant de MRC quand il parle avec M. Wabo, quand il parle avec tellement de passion des questions de journalistes. Je voudrais juste lui rappeler deux choses. L'exemple qu'il a pris sur la médecine, c'est un très très mauvais exemple parce que dans la médecine, on trouve des brebis galeuses. On trouve des gens qui n'ont pas fait des études de médecine ou bien qui ont appris parce qu'ils sont passés à côté des formations sanitaires. On les appelle tous docteurs. Dans tous nos quartiers au Cameroun, on a des docteurs qui n'ont jamais été à l'école. Mais les gens vont les consulter pour se faire injecter, pour avoir des comprimés à prendre pour tout type de maladie. On a des décès dans les maisons, on a des avortements qui se passent mal. Donc, pour cet exemple-là, je dis c'est un mauvais exemple. S'il avait pris un autre, j'aurais peut-être pu revenir dessus. Parce que vous avez parlé de formation et vous avez parlé des gens qui sont formés sur le tas. Jusqu'à présent, sauf si vous me dites que nous ne sommes pas dans une république, c'est ce que prévoit la loi. C'est ce que prévoit la loi. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, mais c'est ce qui prévoit la loi. Si on est républicain, on respecte la loi. OK? Parce que justement, dans cette formation-là, il y a des gens qui n'ont pas fait un cursus de journalisme, qui ont fait maîtrise en lettres, maîtrise en droit, mais qui ont une capacité rédactionnelle que celui qui a peut-être fait la formation n'a pas. Et on a indiqué le nombre d'années qu'il faut avoir pratiqué. On a indiqué qu'il faut être rattaché à un média donc, qui justifie. Vous pouvez être ici à STV, vous faites une formation pendant 2 ans, 3 ans. À partir de ce moment-là, vous êtes éligible pour avoir une carte de presse au Cameroun. On ne vient pas vous chercher dans la rue. Ce n'est pas celui qui est dans la rue qui est journaliste, c'est celui qui peut justifier de sa formation ou de ses états de service dans un média connu au Cameroun. Bien. Donc, il faut qu'on reste dans le cadre de la loi. Je vous en prie. Vous reviendrez. Écoutez, Marx. une seconde. Non, Je suis d'accord avec vous. Si la loi est mal faite, elle est mal faite. Non, écoutez. Mais il faut qu'on parte sur le cadre de la loi. J'ai dit au départ. Non, je ne vais pas vous permettre. Une seconde. Si on prend sur ce pied-là, on ne va pas s'entendre. Elle vous a gentiment écouté. Quand elle aura terminé, vous pourrez reprendre ou laisser les autres panélistes aborder. Mais si tout le temps s'entrecoupe, on risque de pas finir le débat. Vous permettrez, si elle a terminé, on repasse la parole pour ne pas non plus monopoliser. C'est bon, Madame la Présidente? Non, ça va, c'est bon. Juste pour ajouter sur... Alors, donc, on revient peut-être sur Yves qui va dire, et puis pour ne pas non plus donner un échange. Alors, je crois déjà être. C'est vrai que la question, c'est la question des journalistes, dont les journalistes prennent les. Vous êtes dans le terrain, on est ensemble dans le terrain. Je rappelle toujours, j'aime bien rappeler que quand tu tables d'abord le débat politique. Maintenant, il aborde d'autres sujets qui, en fait, ont un lien. Donc, vous avez votre place ce soir. Ok. En réalité, je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses. Je commence par ce que Madame la Présidente a dit tout à l'heure. Elle dit pour elle, c'est du vinaigre. Je peux la comprendre, c'est du vinaigre. Madame la Présidente, elle a comme avocate je veux dire, ces éléments. Et puis, elle ne peut pas ne pas tenir un discours qui va obliger l'État à revenir sur à vous revoir un certain nombre de choses. C'est de son droit. Mais je voudrais lui dire que avant de commencer à être regardant sur l'État, il serait peut-être bien pour la corporation des journalistes de se regarder elle-même dans un miroir. Je suis d'accord, dépénalisons les délits de presse. Mais Madame la Présidente, quelle différence fait-on entre un délit de presse et un délit de droit commun? Est-ce que sur un plateau
est-ce que dans une rédaction, il peut arriver qu'un journaliste commette un délit de droit commun? Est-ce que vous appelez délit de presse des délits de droit commun commis au micro? Est-ce qu'il peut arriver qu'au micro, on commette un délit de droit commun? Ce sont des questions que je me pose. Je pense que, très humblement, vous commenceriez par balayer cette piste-là, que beaucoup de rats, entre guillemets, sortiraient de la profession des journalistes, qui est très noble, parce qu'on dit que les journalistes sont le quatrième pouvoir. Vous avez vu qu'en début d'émission, j'ai posé une plainte auprès du journaliste Dipita Tongo par rapport à ma profession. C'est parce que je sais que vous pouvez nous aider. Mais imaginez que si vous hébergez des mercenaires, si vous encouragez des mercenaires, si votre discours c'est de dire que tout ce qui est fait à l'extérieur, par l'État, par les autres, c'est ça qui est mauvais, et qu'en votre sein, tout est bon, j'ai peur qu'à un moment donné, on n'arrive pas à faire... mal compris. Ah non, non, bon, peut-être je vous le concède, je peux vous avoir mal compris, mais j'ai eu le sentiment dans votre discours que, en réalité, pour vous, les problèmes, c'est à l'extérieur, c'est l'État, c'est les moyens qu'il n'y a pas, c'est tel, c'est pour ça que je dis non. Maintenant, je reviens sur un certain nombre d'exemples qui ont été pris par monsieur le coordonnateur. On nous dit, oui, le Cameroun a reculé dans le classement, il y a ici, il y a ça, mais vous avez même pris quelques exemples, vous nous parlez du Tchad et de la Guinée et autres. Je pose une question, et que ceux qui nous écoutent à la maison nous aident à répondre. Est-ce que vous pouvez aller en Guinée équatoriale, aller au Tchad, aller au Gabon et non, parler, la Guinée équatoriale par exemple, est avec nous. Hein. Non, parce que la Guinée équatoriale est avec nous. Le président a cité la Guinée. Il a cité le Gabon, et je mets même le Congo que vous avez cité tout à l'heure. Mais pas la Guinée équatoriale. Voilà, laissons même la Guinée équatoriale. Allons même au Congo. Vous pouvez aller au Congo et parler, par exemple, des autorités comme on le fait au Cameroun. Est-ce que vous savez, je suivais une émission un jour sur un média que je ne vais pas citer, et j'ai entendu quelqu'un dire « Le président de la République est un démon ». Et s'il vous plaît, il est sorti, il est rentré chez lui. Jusqu'aujourd'hui, il est chez lui. Vous voyez, à un moment donné, ne demandons pas tout sans avoir fait nous-mêmes notre propreté interne. À un moment donné, disons-nous que nous exagérons. Madame la Présidente, la presse à gage, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux journalistes à gage? Est-ce que vous leur dites, non, vous avez droit à votre cadre, vous avez droit à la sécurité, vous avez droit à ci, vous avez droit à ça? Ou alors vous leur dites, essayez de revoir votre manière de fonctionner. Je pense que le discours de toujours dire, la faute, c'est l'État, la faute, c'est le manque de liberté, la faute, c'est ci ou ça. C'est un discours qui n'aide pas la profession des journalistes. Je voulais sortir par un autre élément. Vous dites que le Cameroun est 118e, il est même 160e, je ne sais trop quoi. Comparaison n'étant pas raison, je pose une question. Quel est le classement des États-Unis dans votre affaire là? J'ai essayé de regarder, ils sont 42e. La France, le pays des libertés, pourquoi elle n'est pas première? Elle est 26e. D'accord? À un moment donné, ne demandons pas... C'est loin du Cameroun. Voilà. C'est loin du Cameroun, c'est par rapport au niveau de développement. Correct. Oui, je sais que... C'est pour ça que je vous ai dit, comparaison n'étant pas raison. Voilà. C'est loin du Cameroun, mais par rapport au niveau de développement, c'est faible. Par rapport au niveau de développement de la société française, on s'attendrait à ce qu'en matière de liberté, soit premier. Même chose pour les États-Unis, qu'ils soient premiers, si le Cameroun est 118e. Mais s'ils sont seulement 42e et 26e, alors que le Cameroun est 118e, on sait le gouffre qui sépare les deux sociétés. On continue à se poser des questions. Disons-nous que pour la propreté de la profession, et la profession de journaliste est une profession qui peut illuminer tout le Cameroun si elle est bien faite. Je suis d'accord avec vous sur un certain nombre de plaintes. Il faut que l'aide à la presse évolue, parce que dans la précarité, et on parle d'emploi décent, un journaliste précaire ne peut être qu'un tireur, un journaliste à gage. Un journaliste précaire ne peut être qu'à la merci d'un petit billet de 10 000 qu'on vient lui dire pour donner pour dire va saboter tel. Et pour cette raison-là, je souhaiterais, et je pourrais faire un plaidoyer, je fais ce plaidoyer ce soir à l'endroit des autorités pour dire que dans d'autres pays, les journalistes ont des aides beaucoup plus consistantes. Il faut qu'on essaie de regarder. Voilà, qu'on essaie de regarder. Même si quelqu'un nous dira que les entreprises de presse sont des entreprises, hein, comme toutes les autres, et qu'elles devraient s'assumer. Voilà. Oui, vous avez pris l'exemple du Congo en disant que on ne peut pas dire ci, on ne peut pas dire ça. Ouais. Je voudrais que vous compreniez que le Cameroun est quand même signataire d'un certain nombre de conventions internationales et devrait arrimer sa législation interne sur ces conventions. Je prends l'exemple de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple en son article 9 qui parle de la liberté d'information. Et suite, il y a la commission, justement la commission... Ancien, je vous mets une question. Hein. C'est vrai que c'est le député qui en pose. Et je voulais vous dire, est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas de journalistes au Cameroun qui ont été pris ou arrêtés simplement parce qu'ils donnaient l'information? Il y a eu des cas. L'année passée,
Il y a Paul Chouta qui venait d'être libéré après quelques années. Non, il donnait quelle information, s'il vous plaît? Il donnait quelle... Et vous donnez ce nom-là et vous savez quel genre... Vous pouvez faire le journalisme que ce Samuel monsieur fait. Ouazizi qui est décédé aujourd'hui. Il donnait quelle information, s'il Il vous plaît? donnait quelle information, comment? Non, il était en train de travailler sur une enquête. Vous ne pouvez pas... Madame, vous avez les éléments, vous avez eu accès au dossier et vous avez également eu accès au dossier. Oui. Moi, j'ai connaissance d'un certain nombre d'éléments. J'ai donc à vous dire que... J'ai connaissance d'un certain nombre d'éléments. Revoyez votre position. Monsieur Etienne, allez-y, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est pour vous dire que les principes, enfin, les règles que le Cameroun a accepté suivre par rapport aux conventions signées, je disais que la Commission européenne, justement, a édicté un certain nombre de principes. C'est-à-dire que la Commission de l'Union africaine a dit, si vous voulez appliquer l'article 9 sur la liberté d'expression, voilà les principes que vous devez adopter dans vos relations internes. Parmi ces principes, il y a un principe qui dit que la loi devait permettre que les hommes publics soient plus tolérants à l'égard des journalistes. C'est-à-dire que donc on le laisse faire. Les hommes publics parce que les hommes publics pour pouvoir permettre la critique, justement. Parce que et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les pays les plus démocratiques. Vous savez que les dirigeants sont vilipendés tous les jours, mais pour cela, les journalistes ne sont pas... Donc c'est pour dire qu'un homme public... calomniés et les plaintes, vous allez voir un homme public devrait être plus tolérant et que le journaliste a même droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il est dit que si le journaliste, il est prouvé que le journaliste a donné l'information, même si elle est fausse, mais de bonne foi, il ne devrait pas être inquiété. Un exemple, vous êtes journaliste, vous avez accès au procès verbal d'un conseil municipal où on relève qu'un maire a détourné de l'argent. Vous pouvez dire que d'après le tel conseil municipal, tel maire a détourné de l'argent. Peut-être qu'en fait, c'est faux. Mais dès lors qu'on se rend compte que vous l'avez dit sur la base d'un document qui était supposé être fiable, vrai, notamment le procès verbal du conseil municipal, vous n'avez pas à être inquiété. C'est un exemple. Et c'est pour ça que dans les pays avancés, vous verrez chaque fois que le journaliste qui est en difficulté avec la loi, et là, c'est des peines pécuniaires, essaie plutôt de prouver sa bonne foi. Le journaliste dit, on demande au journaliste, prouve que tu avais toutes les raisons de croire que l'information donnée était vraie. Dès lors que le journaliste arrive à prouver qu'il a fait de bonne foi, il ne paye rien. Donc, c'est ce que nous... Ensuite, moi, je voudrais... je vais terminer. Ensuite, vous dites que si on dépénalise les délits de la presse, il y a les tireurs à gage et autres. Mais notez qu'il y a plein de tireurs à gage, justement, au moment où le délit de presse est pénalisé. Ça veut dire que la pénalisation ne résout pas le problème. Au contraire, la dépénalisation suivie de ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire d'essayer de nous organiser pour qu'il y ait... Les tireurs à gage peuvent se multiplier par 4. Non, je vous dis à ça, je vous dis que, par exemple, le réseau qui vient d'être mis en place est sur un projet de mise sur pied d'un organe d'autorégulation. Parce qu'il y a ça, si les journalistes ont un organe d'autorégulation, un tribunal des pairs, ça va résoudre ces problèmes parce que eux-mêmes entre les journalistes, on va extirper les mauvais grains. Voilà ce que j'avais dit. Marion, oui. Je voulais, à la suite d'Étienne, dire que sur la question des freins évoqués tout à l'heure, le porte-parole du RDPC va m'excuser, mais je vais dire que c'est le gouvernement et ces mauvaises lois qui sont les premiers. Oui, parce que qui donne l'autorisation à un Camerounais d'ouvrir un média, d'avoir un journal? Et la demande se fait en combien de temps? Est-ce qu'on fait même une étude pour savoir à qui on donne une autorisation pour créer un titre? Vous savez le nombre de titres qu'on a au Cameroun aujourd'hui et combien paraissent? Je suis d'accord. Il y a des gens, des titres à apparition incertaine, d'autres qui ne paraissent même pas, mais qui ont des unes
et qui mettent tout et n'importe quoi parce qu'ils ont un récépissé de déclaration. Donc à partir de ce moment, je suis obligé de dire que le gouvernement a participé par cette formule-là au frein de la liberté de la presse. Parce que ceux qui sont aujourd'hui des porteurs de projets de presse, beaucoup n'ont pas pensé ça étant comme une entreprise de presse. Première chose. Deuxième chose, les patrons de presse eux-mêmes sont un frein. Parce que les conditions de travail qu'ils mettent sur pied pour que cette entreprise et que l'information, la bonne information, aujourd'hui, il faut être clair. Le contrat social que nous avons avec les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, nous ne le respectons plus. Nous ne le respectons plus. Donc, je voudrais dire qu'il y a des réalités qui sont là. Nous ne pouvons pas nous-mêmes, de la profession, les ignorer. Mais nous disons également, est-ce que vous vous imaginez qu'une convention collective des journalistes au Cameroun a été signée en 2008, adoptée en 2008, mais n'a jamais été appliquée? Elle aurait permis de donner un statut comme la convention du commerce, la convention des industries aux journalistes. Tout à l'heure, M. Wabo parlait de qui est journaliste et tout ça. Comment tu entres dans la profession? Tu as droit à quoi? Quel est ton plan de carrière? La CNPS, les congés, c'est un document où des gens se sont assis pendant près d'un an pour négocier. C'était une tripartite. Nous sommes tombés d'accord et depuis 2008, on n'arrive pas à appliquer cette convention qui aurait permis de régler tous les problèmes transversaux qui rendent aujourd'hui la presse fragile à ce point-là. Donc, c'est des éléments que je voulais mettre à disposition ici sur ce débat pour parler des freins par rapport à la liberté. Max Wabo. Bien, je note, M. Dipita, que nous sommes déjà dans le travail décent. Non, pas forcément, mais allez-y. Parce que si on est là-dedans, vous permettez d'entrer là directement. Je crois que l'un se tient d'ailleurs finalement. Je voudrais, dans ce cas, laisser nous développer. Allez-y. Alors, je voudrais dire à la dame, madame, avant de continuer, je voudrais noter que vous avez fait l'observation selon laquelle il y a des gens qui ont des maîtrises en droit, qui ont des maîtrises en lettres. Je tiens à dire ici qu'il n'y a aucun rapport entre quelqu'un qui a la maîtrise en lettres et le journalisme. Je ne vois pas le rapport. Pour rédiger un article, le journalisme appelle à un certain nombre de règles et de méthodes. Ce qui veut dire que si on veut nous faire comprendre qu'une fois qu'il y a... écoutez, le journalisme, le bien parler français vient après. Je veux dire, le journalisme a des règles, il y a une déontologie. N'importe qui ne se lève pas un matin se met, je ne peux pas rédiger un article. J'estime que M. Dipita, qui est journaliste, quand il veut rédiger un article, il connaît la démarche. Et on ne peut pas venir aujourd'hui vouloir faire le rapport. Vous pouvez même avoir un doctorat en lettres et en philosophie. Je ne suis pas convaincu que vous saurez rédiger un article d'un journaliste qui a été formé et qui connaît la méthode. C'est pour ça qu'il y a la formation sur le tas. Je n'y crois pas beaucoup. En fait, je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans une république et le gouvernement a bien voulu que les choses se passent comme ça, mais qu'on assume. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, si on essaie de faire le nettoyage dans la profession de journaliste, eh bien, nous sommes convaincus justement qu'on aura des journalistes dignes. Qui fera le nettoyage? Mais vous-même. Comment cela? Vous-même, vous êtes une corporation. Vous êtes une corporation. Je vous en prie. Je vous en prie. Avec aucun pouvoir coercitif? Non, je vais vous dire. Je vais vous dire. Écoutez. On rentrera à STV pour dire à tous ceux qui sont c'est quand même incroyable ce qui s'est dit sur ce plateau. C'est quand même incroyable. Il faut faire le nettoyage. Je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Vous êtes vous-même capable d'inviter, comment dirais-je, de faire des mémorandums, je ne sais pas si ça se dit ainsi, de saisir les autorités compétentes pour leur dire, dans notre profession, il y a un problème. Le SNJ le fait depuis 10 ans. Souffrez, je vais arriver sur vous, syndicat. Donc, je prévois ma patience, je vais y arriver. Je vous attends. Alors, sachez donc que vous pouvez justement saisir les autorités compétentes pour dire, dans le cadre de notre profession, il y a une loi qui dit ceci, qui dit ceci. Nous pensons aujourd'hui que voilà les freins à notre profession. Je vous assure, d'une manière ou d'une autre, des choses peuvent être revues. Jamais, maintenant, ça a été fait. Lorsqu'on parle d'un travail décent, vous voulez qu'on interroge? Margot a parlé, j'ouvre la brèche, juste je vous redonne la parole. Margot a parlé de la Convention, on a connu les États généraux, il y a des rencontres pratiquement chaque année. Je voudrais dire à M. Webo que nous le faisons. De toutes les façons, toutes les manifestations du 3 mai, les plus Monsieur Dipita, vous-même, je suis d'accord avec vous, que le gouvernement vous a mis dans ces conditions et d'une manière ou d'une autre, certains parmi vous font le jeu du gouvernement. Et en faisant donc le jeu du gouvernement, vous arrivez justement à une profession qui n'est pas digne.
Vous comprenez? Parce que le gouvernement vous a mis d'abord dans des conditions irrégulières et justement, ceux qui ne sont pas véritablement formés exercent. Et quand ils exercent, c'est difficile aujourd'hui que le gouvernement revoie sa position. Donc c'est à vous de vous battre dans la profession si vous voulez avoir des journalistes dignes. Maintenant, monsieur le député, vous voulez qu'on parle de l'emploi décent. J'ai suivi la dame évoquer un certain nombre de conditions. J'ai suivi également la dame se plaindre des patrons de presse. J'ai suivi mon ami dit qu'il y avait des journalistes qui étaient manipulés à 10 000 et autres là pour donner la désinformation ou bien pour tirer à boulet rouge sur les gens. J'ai envie de dire une chose. Et ça, je crois que je ne vais pas me faire des ennemis. Je vais commencer par le syndicat. Vous voyez, quand on vient sur un plateau... Lequel? Parce qu'il faut préciser, il y en a beaucoup. Le syndicat qui était opéré à l'époque par Denis Kouébou, je ne sais pas comment... C'est celui que la dame représente. Ah, très bien. OK. Vous voyez, il faudrait que lorsqu'on est président du syndicat, il faut qu'on soit un peu sérieux. Les syndicats même sont un frein à l'épanouissement de la profession du journalisme. Pourquoi? Il y a 2 semaines, je ne vais pas citer le média, il y a 2 semaines, je crois, je ne sais pas si c'est elle, qui est allée dans un média situé à Bona-Prison. On a tendu le micro et on a vu un syndicat, quelqu'un du syndicat dit cette structure est bonne, les employés sont affiliés à la CNPS. Je vous dis, connaissant bien de quoi je parle, les employés de cette structure ne sont pas affiliés à la CNPS. Vous avez un employé de cette structure dont vous étiez là-bas, peut-être vous connaissez bien de quoi je parle, qui s'est fait agresser à 5 heures du matin. Il est à 5 heures du matin parce que prenant la route pour aller au travail. Quand il s'est fait agresser, je peux vous garantir que le patron de ce média n'a même pas sorti un radis pour que le monsieur qui avait la tête blessée puisse se soigner. Ce sont des collègues journalistes qui ont cotisé pour que le gars puisse aller à l'hôpital. Et encore le syndicat. Laissez-moi arriver, madame. Laissez-moi arriver. Et très rapidement, on vient vous dire qu'il y a une sécurité sociale. Vous savez, quand vous n'êtes pas affilié à la CNPS, ça va vous poser problème. La CNPS considère comme accident de travail lorsque vous partez de votre domicile pour le lieu du travail et de lieu de travail pour votre domicile. Lorsque le journaliste sort à 5 heures, parce qu'il doit nous donner l'information à partir de 6 heures, aucune disposition n'est prise, eh bien, il peut même trouver la mort. Comment on gère son cas? Je vais vous dire. Combien d'entreprises de médias ont l'assurance maladie? La plupart d'assurances, en référence à l'entreprise où vous étiez, il y a l'assurance décès. Mais quand je dis, mais est-ce que le journaliste a besoin de l'assurance décès? Là, j'aborde ma casquette de banquier et je peux parler. Si vous dites que vous donnez l'assurance décès aux journalistes, eh bien, sachez que c'est l'équivalent de quelqu'un qui va dans une banque et il prend un crédit bancaire et on lui dit souscrivez une assurance décès. Ça veut dire quoi? Si tu décèdes, l'assurance va prendre en charge justement ton décès, on va reverser, on va payer ton crédit. Eh bien, sachez que cette assurance décès est annuelle. Ça veut dire que si on vous prélève 20 000 pour l'assurance décès, sachez que ces 20 000-là, quand passé une année, ça devient pour vous des fonds perdus. Ça veut dire que ça ne sert à rien qu'on propose aux journalistes l'assurance décès. Je pose la question. Pourquoi on ne peut pas donner à ces journalistes, pour qu'ils travaillent dans des conditions louables, une assurance maladie? Parce qu'au moins de ce côté, l'employeur va supporter justement un certain nombre de charges. Vous trouvez des structures où on dit à l'employé, quand vous êtes malade, l'entreprise va supporter 80% et l'employé va supporter 20%. Ça s'étend sur l'employé, sa femme, son épouse et les enfants avec. Pourquoi on ne peut pas proposer aux journalistes l'assurance vie? L'assurance vie a la particularité, c'est que quand vous souscrivez une assurance vie, ce ne sont pas des fonds perdus. Dès que l'année passe, ça ne fait que se multiplier. Si un jour vous n'êtes pas là, on va reverser un certain capital à votre entreprise. Les patrons des médias qui optent de faire l'assurance décès, je vous assure, ils raisonnent tout simplement une fuite en avant. Parce que si vous travaillez dans une entreprise et que vous décédez, le bon sens voudrait que l'entreprise quand même contribue à l'organisation de vos funérailles. Mais si le patron vous dit mettez l'argent de côté, comme ça quand vous décédez, on donne pour acheter votre cercueil, eh bien j'ai envie de dire que ça ne va pas. Ces journalistes qui sortent à 5 heures du matin
pour venir donner l'information à 6 heures. Lorsqu'il y a un accident en route, c'est qu'un accident de travail. Malheureusement, au sens de la CNPS, ils ne sont pas pris en charge. Deuxième des choses, lorsqu'ils n'ont pas la sécurité sociale, ils ne sont pas reconnus à la CNPS. Lorsqu'ils iront en retraite, comment ils gèrent leur retraite? C'est un véritable problème. Et je dis donc, en ce moment-là, je convoque donc le directeur général de la CNPS, M. Mekoulou, pour dire, M. Mekoulou, je vous invite à descendre vous-même avec votre équipe dans les médias pour vous rassurer que ces gens qui nous donnent des informations au quotidien sont protégés. Parce que quand vous envoyez vos contrôleurs sur le terrain, ce que les patrons des presses ou bien des médias font, on leur donne une enveloppe de la corruption et il se passe comme si tout est normal. Expliquez-moi comment le syndicat qui est allé dans cette chaîne à Bonapriso ait pu dire que dans cette chaîne, il y a la sécurité sociale. Je dis c'est faux et c'est faux. Le patron de ce média, qui se plaît souvent à dire à ses employés, je vous paye à temps, vos salaires ne traînent pas. Je vais lui retorquer, très bien. C'est le mauvais exemple que ce patron prend pour vouloir montrer aux gens, vous n'avez pas intérêt à aller dans telle chaîne, parce que là-bas on ne paye pas, moi vous êtes payé régulièrement. Ça sert à quoi d'être payé régulièrement? Si lorsque je suis malade, je vais sortir de l'argent 100% dans mon salaire pour me soigner, ça sert à quoi d'être payé régulièrement? Je vous en prie. Ça sert à quoi d'être payé régulièrement? Si tant est que je n'ai pas comment dirais-je là, vous appelez ça quoi? Je n'ai pas de CNPS, ça ne sert à rien. Je dis à ces employés qui se retrouvent bien, c'est la poudre aux yeux. Battez-vous au niveau de la CNPS pour être pris en compte. Merci. Parce qu'on ne va pas travailler et après un certain nombre d'années, on se rend compte qu'on va en retraite, on ne peut rien en bénéficier. C'est un pan du développement, j'en ferai d'autres. Je vais laisser la parole à la présidente, mais bon, si je peux me permettre un commentaire, je veux dire que vous avez plutôt fait le travail des syndicalistes, vous avez fait tout un plaidoyer. Je le fais, monsieur Dipita. J'ai eu l'impression d'entendre je vous en prie. Soit l'ONG, monsieur Dipita, soit le SNJC. Monsieur Dipita, je le fais parce que j'ai convenance. Vous voyez, j'en parle pourquoi? Sauf qu'il a accusé les syndicats de collaboration avec les bien sûr, c'est quelque chose. Non, j'accuse les syndicats. Je vous ai dit qu'il y a une chaîne à Bonapriso où un syndicat est allé là-bas, on a tendu le micro et ce syndicat a dit cette entreprise paye la pension CNPS. Je vous rappelle, on prélève bien la pension CNPS dans cette entreprise qui n'est pas reversée. Je dis encore au directeur général de la CNPS, et ça c'est un cri de cœur. Parce que nous avons des amis qui travaillent là-bas. Quand ils vont prendre leur retraite, 2 mois après, ils vont mourir. Parce que ne sont pas assurés. On peut citer un ensemble de mots. Vous comprenez? Des gens de médias qui se permettent de créer des établissements de microfinance et obligent justement les employés à aller ouvrir les comptes là-bas. Des gens qui créent des restaurants, vendent des plats de nourriture, imposent aux journalistes de ne pas aller au tourne d'eau pour venir acheter un plat de nourriture là-bas à 2500, je dis il faut bien qu'on questionne. Et ça, les syndicats le savent. On vous a compris. Peut-être la présidente d'abord et puis Étienne, le coordonnateur. Monsieur Wabo, il fait de la divination. Pardon? Parce que vous avez vu, on vous a compris. Le fait de dire qu'il y a un syndicat, il y a un média, il y a moi, de ma position de journaliste, je suis très embêtée parce que chez nous, les faits sont sacrés. Si vous n'êtes pas capable... Ah non. Je suis désolée. Nous sommes sur un plateau sérieux et nous parlons aux Camerounais et même à travers le monde des gens qui nous suivent. Si on entend ce discours, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis embêtée d'entendre qu'il y a un syndicat. Lorsque M. Wabo a pris la parole, j'ai essayé de lui dire qu'il y avait plusieurs syndicats dans le secteur de la communication et des médias au Cameroun. Nous sommes à peu près 17 syndicats. Donc, il faudrait que lorsqu'il a une information comme celle-là, qui est importante, qu'il situe tout le monde. Parce que justement, il y a peut-être des gens qui font mieux. Il y a des gens, peut-être des patrons de médias, qui affilient leurs employés à la CNPS. Mais quand c'est dit comme ça, on est à Bonapriso, du peu que je sais, on a à peu près 7 médias. Alors, quand on dit Bonapriso, je ne sais pas si c'est une télé, si c'est une radio, si c'est le siège d'une presse écrite. Ça me pose un problème. Mais ça n'enlève rien au fait
des informations et des éléments sur lesquels il met le doigt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la presse privée au Cameroun aujourd'hui a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup de problèmes partant du fait, déjà comme je le disais, que les porteurs de projets n'ont pas pensé entreprise de presse. Donc, entreprise de presse veut dire que vous avez des policies, vous avez des procédures. Les procédures commencent par, pour recruter quelqu'un, vous lui donnez un contrat de travail ou bien vous le mettez à l'essai. 3 mois et après les 3 mois, il a renouvelable une fois et c'est déjà automatiquement un employé chez vous. Donc, il n'y a pas ces policies-là et les gens restent stagiaires pendant des années. Oui. Ils n'ont pas un contrat de travail. À partir du moment où vous n'avez pas le contrat de travail, vous ne savez même pas à quoi vous avez droit. Le patron vous donne ce qu'il veut, première chose. Et je voudrais dire à M. Wabo que c'est un peu dommage parce que si vous vous étiez rapproché du syndicat, si au moins vous avez posé même des questions de savoir ce que nous faisons, peut-être que votre point de vue aurait été un peu plus nuancé. Parce que je voudrais vous dire que nous sommes un syndicat sérieux. Nous travaillons depuis 21 ans au Cameroun. Nous sommes un syndicat de lutte. Nous sommes le syndicat qui dénonçons que les journalistes ne sont pas payés au Cameroun. Nous avons fait une enquête que nous sommes en train de boucler avec la CNPS, juste pour vous dire que la dette des médias à la CNPS s'élève à près d'1,3 milliard. Vous pouvez vous en rendre compte de la dette. Et où je vous parle, je ne vous parle pas d'un projet ou d'une information que quelqu'un m'a donnée. J'ai été moi-même employé pendant des années. Et mon patron, sur les 13 années que j'ai travaillé chez lui, je n'ai pas été reversé à la CNPS pendant 7 ans. Et j'ai demandé à la CNPS, je veux récupérer ces 7 années, je veux payer. Ils m'ont dit, vous savez combien est-ce que votre patron nous doit, votre ex-patron nous doit? Vous devez d'abord payer le passif avant de vous mettre à jour. J'ai dit, je suis prête à payer. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas payer, vous, parce que ce n'est pas vous qui avez souscrit, c'est votre entreprise. Donc, c'est votre entreprise qui doit venir payer la dette pour qu'on reverse dans votre compte. Vous vous imaginez? Donc, vous ne pouvez pas mélanger tout le monde. Il y a des gens, il y a des syndicats qui font un travail sérieux. Il y a des syndicats qui sont dans la vie des journalistes. Parce que d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui un syndicat qui défend les droits socio-professionnels des travailleurs. Nous sommes le seul syndicat qui est installé dans les 10 régions du Cameroun. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de faire le renouvellement des exécutifs régionaux à l'extrême nord, au nord et à Aldamaoua pour la célébration du 3 mai. Donc, il faut à un moment donner des informations et des problèmes qu'il y a que personne ne peut nier. Je dis bien que personne ne peut nier parce que nous les connaissons. Mais il ne faut pas mélanger tout le monde dans ce qui ne se fait pas bien ou ce qui se fait mal. L'accusation des syndicats, vous pouvez l'adresser à qui vous pensez mal faire, mais vous ne pouvez pas, et je ne peux pas tolérer que vous l'adressiez au SNJC. Je suis désolé. Etienne d'abord. Etienne d'abord. Vous avez pris la parole pendant... Non. Une seconde. Vous reviendrez, s'il vous plaît, vous reviendrez. Okay. Etienne d'abord. Oui, non, j'avoue que M. Wabo, surtout, il a dressé un réquisitoire vraiment très, très violent des patrons de presse. Il y en a qui ne font pas bien leur travail, nous sommes d'accord, mais ils ne sont pas tous pourris. Ils ne sont pas tous pourris. Il y en a qui font des efforts, mais il faut avouer que le modèle économique des médias est un modèle qui a besoin des subventions de l'État. Partout, pas seulement au Cameroun, partout. Pour qu'un média fonctionne normalement, il faut des subventions de l'État. C'est ce qui manque, parce que l'aide de la presse ici est dérisoire. Je disais tout à l'heure qu'on est parti de 250 millions à 56 millions. Quand vous avez 700 titres de la presse, vous avez autant d'imprimeries, vous avez des télés, vous avez des radios, vous allez les répartir en combien? Voilà le premier problème. Or, l'État partout. Et il est recommandé, je citais tout à l'heure les principes de la Commission de l'Union africaine qui, dans l'un de ces principes, dit justement que les pouvoirs publics doivent soutenir économiquement les médias. Parce que c'est les pouvoirs publics qui doivent assurer la diversité, la pluralité des médias. Et pour qu'il y ait pluralité des médias, il faudrait que ces médias soient financièrement soutenus.
C'est ce qui n'est pas le cas. Et nous sommes prélevés, la redevance audiovisuelle est prélevée dans les salaires de tous les Camerounais, mais c'est reversé uniquement à la CRTV. Pourquoi il n'y a pas un mécanisme de répartition pour que tous les autres médias qui participent à l'information publique au Cameroun puissent en bénéficier? Voilà. Et ensuite, pour ce qui concerne la radio et la télé, j'avoue qu'au Cameroun, la redevance qu'il faut payer pour avoir la licence est trop élevée. Alors que justement, l'Union africaine demande que ces montants-là soient vraiment assez modestes et ne jouent qu'un rôle symbolique. Voilà, que ça ne soit vraiment pas pénalisant. Or, aujourd'hui, non seulement c'est pénalisant d'abord au niveau de ces redevances, ensuite, pour qu'on ait le signal sur satellite, c'est également très élevé. Donc, autant de problèmes qui brident les médias et qui font que les médias ne peuvent pas fonctionner comme une entreprise normale. Bien sûr, je ne dis pas que les patrons de presse eux-mêmes n'ont pas leur part de responsabilité, non. Puisque nous avons été, il y a quelques mois, nous avons lancé un programme de formation des responsables des médias sur le marketing des médias. Parce qu'une étude nous a permis de comprendre que dans la plupart des entreprises de presse, il n'y a pas un service marketing. Il n'y a pas un service commercial avec des commerciaux dynamiques, expérimentés, compétents, avec des qui savent vendre le produit. Oui, il n'y en a pas. Donc, ensuite, il y a dans certains médias, le circuit financier n'est pas clair. C'est-à-dire que généralement, l'argent entre souvent dans la poche des journalistes, des patrons et tout. Alors que l'argent doit d'abord entrer dans la caisse avec un reçu et tout, au niveau de la comptabilité avant de ressortir. Donc, c'est autant de difficultés que connaissent ces médias. Donc, en fait, chacun a sa part de responsabilité. Alors, on va essayer d'évoluer vous reviendrez. Mais on va essayer d'évoluer. Vous reviendrez pour revenir sur les questions déjà abordées. Mais je suggère un autre pan qui nous permettra d'évoluer, notamment on vient de passer la première heure de l'émission, notamment dans la recherche qui c'est peut-être justement des solutions. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord, au moins que sur l'appréciation universelle, sur les critères universels, le Cameroun ne fait pas bonne presse, si on peut le dire ainsi, en termes de classification, au moins RSF et puis tous les autres organismes internationaux le disent. Cela dit, quelles sont les voies et moyens? Quelles sont les pistes qui peuvent permettre à la presse camerounaise d'être digne, mais d'être surtout libre dans l'expression pure du terme? Yves Abama. Voilà, je voudrais commencer par ne pas être d'accord sur l'expression selon laquelle le Cameroun ne fait pas bonne presse. Et je raconte une anecdote en quelques secondes. D'accord. Un jour, je suis sur un plateau d'un média assez dur. Quand je dis dur, c'est face à la position gouvernementale. Et quand je sors, un ami qui est aux États-Unis m'a envoyé un message pour me dire, mais est-ce que cette chaîne est basée au Cameroun? J'ai dit, oui, elle est basée au Cameroun, elle est à Douala, elle a un relais à Yaoundé. Et il me pose la question, mais pourquoi on dit qu'il n'y a pas la liberté, les journalistes ne sont pas libres au Cameroun? Le ton était dur. Quand vous entendez des gens, des journalistes s'exprimer, que ce soit madame la présidente sur le plateau, que ce soit le coordonnateur, vous n'avez pas l'impression qu'ils craignent quelque chose. Chacun assène ses vérités comme il veut, chacun dit, et il y a des choses très pertinentes qui sont dites de part et d'autre. Je remarque simplement que l'État, lorsqu'on parle des entreprises de presse, vraiment, l'État ne peut plus faire grand-chose parce que le coordonnateur a parlé du modèle économique. Normalement, le modèle économique d'une entreprise de presse, est-ce qu'il ne doit pas être le modèle économique d'une entreprise normale? À un moment donné, quand on s'assied, on essaie de sonder un peu la rentabilité des entreprises de part et d'autre. Sincèrement, est-ce que une entreprise peut vivre de ses entrées? Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a un mécanisme qui peut permettre de contrôler ce qui entre et de dire, OK, voilà, on a eu 100 francs, les charges vont nous coûter ceci, les salaires, tout ça. Est-ce qu'on peut regarder ça? Si on va sur cette base-là, j'ai peur de dire que beaucoup d'entreprises de presse économiquement au Cameroun ne sont pas viables. Elles ne sont pas viables. Et maintenant, la faute à qui? L'État, vous parlez des exonérations ou des appuis que l'État doit faire. L'État fait ses appuis même s'il ne donne pas de l'argent en nature. En matière de fiscalité, est-ce que vous êtes traité comme les autres? Très sincèrement, je ne pense pas. C'est un apport. Peut-être que ce n'est pas l'argent en nature, on ne le voit pas, mais c'est un apport. Voyez? De quel type, par exemple?
Mais c'est un apport, c'est une forme de subvention. Peut-être de pas. Damoclès. Non, pas une Le épée de jour Damoclès. où on se rend compte que vous Non, n'avez pas payé, on va vous Madame la fermer. Présidente, Madame la Présidente, Madame Présidente. traverse la douane et paye la douane. Madame la Présidente, il y a des entreprises de presse au Cameroun qui sont dues envers le gouvernement et qui ne sont pas conformes du point de vue de la loi, mais qui continuent d'exercer. L'État du Cameroun a quelque chose qui, à des moments, devient sa faiblesse, la tolérance. Parce que je peux comprendre que cette tolérance-là soit à l'origine de beaucoup de dérives que vous avez dénoncées tout à l'heure dans votre profession. Mais c'est une tolérance qui prend en compte le contexte économique qui fait que le travail étant une denrée rare, on se dit, OK, bon, un jeune a quelque chose à faire de part et d'autre, là, on ne le regarde pas trop. Et du coup, le fait de ne pas le regarder trop, le fait qu'il fait n'importe quoi. Donc, en réalité, on est dans un environnement qui est difficile. On peut faire tous les reproches qu'on va à l'État, mais on comprendra que l'État essaie de se battre pour que chaque Camerounais respire à l'endroit où il se trouve. Pour mieux comprendre l'essence de la question, je vais reprendre quelques critères définis par Reporters sans frontières qui permettent donc cette classification. Il y a 5 critères d'évaluation, je lis, 5 indicateurs contextuels. Le score de chaque pays dépend de ces indicateurs qui permettent de comprendre la liberté de la presse sur un territoire dans sa complexité. Il y a le contexte politique, il y a le cadre légal, il y a le contexte économique, contexte socio-culturel et sécurité. Alors, contexte politique, 33 questions. Et quelques sous-questions. Le degré de soutien et de respect de l'autonomie des médias face aux pressions politiques exercées par l'État ou d'autres acteurs politiques de la société. Et le niveau d'acceptation d'une diversité d'approches du journalisme répondant à des normes professionnelles, parmi lesquelles des approches alignées politiquement et d'autres indépendantes. Le degré de soutien des médias dans leur rôle consistant à demander aux politiques, au gouvernement de rendre des comptes dans l'intérêt général. Cadre légal, également, il y a 25 questions, je peux prendre une. Degré auquel les journalistes et médias sont libres de travailler sans censure ou sanction légale, ni restriction excessive de la liberté d'expression. Il y a le contexte économique, 25 questions, entre autres contextes liés à la politique gouvernementale, complexité pour créer un média d'information, favoritisme dans l'accord de subventions et autres. Il y a le contexte culturel, et ainsi de suite. Donc voilà un peu, c'est pour ça que je dis qu'il y a des critères universels qui permettent la classification. C'est au regard donc des réponses qu'on apporte à ces questions-là, qui permet de dire que le Cameroun est parmi les 5 derniers, par exemple. Voilà, je vais prendre quelques-uns de vos critères. D'accord. Est-ce que vous avez, par exemple, le critère sur l'alignement politique? Est-ce que vous avez l'impression que on oblige aux journalistes d'être alignés politiquement sur les positions du gouvernement au Cameroun quand vous suivez les informations? On a cette impression-là. Les titres, non. Comment vous pouvez le dire? Vous avez des journaux qui paraissent avec le même titre. Non, suivez. Les journaux qui paraissent avec le même titre, Madame la Présidente, c'est la conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez quelqu'un à qui on file quelques biens, on lui dit de dire ça, il le dit. Et vous le reconnaissez comment? Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 titres. Ce sont des gens qui sont passés à la caisse. Mais c'est la faute à qui? Quand vous prenez, par exemple, un journal, je vais citer celui-là, comme Le Jour, ou alors Mutation, d'accord, ou Le Messager. Est-ce que vous pouvez accuser ces directeurs de publication d'être politiquement alignés? Autant on a le sentiment qu'il y a une certaine presse qui est favorable encore qu'il n'est pas interdit d'être politique. Autant on a le sentiment qu'une autre est largement... Je voudrais prendre la question à l'inverse. Oui. Comment réagissent les pouvoirs publics justement face à ces médias qui, à la limite, selon vous, ne respectent pas la déontologie Bon, pas selon nous, hein. Pas selon nous. Ces médias qui sont à la limite parfois de la provocation. Bon, moi, je vais me comporter en bon Camerounais en répondant à votre question par une autre question. Combien de messages, de médias connaissez-vous au Cameroun qui ont été fermés simplement par ce qu'ils ont fait, ce que vous êtes en train de dire? Pas plus tard que ce matin, Madame Touna, du journal Le Repère, était encore... Non, je vais vous dire, vous avez dit, elle était encore, à un moment donné... Oui, bien sûr. La veille de la célébration de la liberté de la presse. Je pense quand même que dans une république, les citoyens ont encore besoin d'être convoqués pour venir donner des explications pour telle ou pour telle autre chose, Madame la Présidente. Ce n'est qu'une convocation. D'accord. Donc je veux dire qu'en réalité, quand vous prenez les critères que vous êtes en train de donner,
le classement du Cameroun, à mon avis, dans cette affaire-là, ne s'explique pas. Parce que ce que les journalistes font au Cameroun, la présidente va peut-être me tomber dessus tout à l'heure, mais ce que les journalistes font au Cameroun, je vous assure, c'est très rare. C'est très rare de l'entendre dans un autre pays de même niveau de développement. Je parle de niveau de développement parce qu'on ne peut pas se livrer dans des comparaisons universelles. Vous avez oublié le critère de sécurité. Le critère de sécurité également. Est-ce que la sécurité aujourd'hui au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est garantie? Vous savez, le pays et le nombre d'assassinats, parce qu'il y a aussi un problème d'impunité de l'assassinat des journalistes au Cameroun, qui est un élément très important lorsqu'on fait la classification pour le ranking de la presse Madame mondiale. la Présidente, pour ce qui est des assassinats des journalistes, vous savez, je ne vais pas revenir sur une certaine actualité brûlante. L'État du Cameroun a démontré qu'il ne va pas laisser passer un certain nombre de choses. Des actions sont en train d'être menées sur le terrain. Peut-être ce n'est pas suffisant. Peut-être dans votre profession, vous dites, bon, il n'y a pas que ce cas, il y a plusieurs autres cas. On peut comprendre. Vous parlez de la sécurité. Vous savez que quand un pays est en crise, à des moments, Madame la Présidente, il y a des droits. Même si on ne le dit pas, peut-être même si ça va paraître laid que je le dise, il y a des droits qui volontairement sont mis entre parenthèses. Vous n'allez pas demander à l'État du Cameroun de se comporter face à un journaliste dans la zone anglophone, par exemple, comme si c'était dans la zone francophone où tout va bien. Dès qu'on vous soupçonne, si l'armée vous soupçonne, entre guillemets, du point de vue sécuritaire, si tout le monde vous soupçonne, si on vous soupçonne, suivez. On a assassiné Martinez Zogo dans une région où c'est censé être sécurisé. S'il vous plaît. Donc, vraiment, Madame la Présidente, ne me faites pas vous rappeler les crimes crapuleux de 2 journalistes aux États-Unis en pleine rue sur Barack Obama, où on a quand même la sécurité abattue à bout portant. Le mort kilométrique me pose de parler du Cameroun. Non, je vais vous dire, non, comparaison n'étant pas raison. Nous n'entrons pas dans les comparaisons macabres. Je vais vous dire que la sécurité éternelle, la sécurité à 100% n'existe pas. Il peut toujours arriver qu'en plein Paris, on mette une balle à quelqu'un dans la tête. Ça peut arriver. Malheureusement, c'est arrivé au Cameroun. Le crime crapuleux, il existe partout. Partout, il y a des grands intérêts. Je suis désolé. Et il doit prospérer. Du tout, je ne vais pas dire. On est d'accord. Donc, je veux dire qu'en zone anglophone, un journaliste qui exerce, normalement, s'il subit quelques pressions supplémentaires que celui qui est dans la zone francophone, eu égard au contexte qui prévaut, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. À l'époque de Boko Haram, dans l'extrême nord, si le journaliste est interrogé peut-être plus qu'il n'en faut, il doit comprendre qu'à un moment donné, l'État est menacé. Et s'il a des informations qu'il peut donner pour la sécurité de cet État, il doit les donner. Je me souviens une fois, on était sur votre plateau et dit, putain, vous avez eu une attitude que nous avons saluée. On a salué quand nous sommes sortis de l'émission. Je suis avec un représentant d'un parti qui est autour de cette table et qui se permet de venir dire sur votre plateau, vraiment, au moment où nous parlons... Vous n'avez pas redit non plus. Non, je ne vais pas reprendre ça. Il n'y a pas ça. Et vous l'avez coupé net. Et vous savez pourquoi vous l'avez coupé? Pas parce qu'il ne devait pas donner l'information, parce que ce qu'il disait était de nature à compromettre la sécurité de nos troupes qui sont au front. Il y a des informations qu'on ne donne pas. Si je sais qu'actuellement, il y a telle chose qui ne va pas de tel côté, telle chose qui ne va pas, et que là-bas, l'État est en crise, le pays est en difficulté, l'armée est là, est-ce que je dois venir m'asseoir sur un plateau de télévision, un journaliste me laisse dire n'importe quoi? Non. Vous voyez? Donc je salue cette attitude-là et je me dis, Madame la Présidente, imaginez que Dipita Tongo n'ait pas été vigilant et qu'il ait laissé passer cet élément-là. C'est un journaliste responsable. Voilà. Il y a la responsabilité du journaliste. Oui. Voilà. Et qu'après, on vient le questionner. Reporters sans frontières va se dire qu'un journaliste de plus menacé au Cameroun, on va noter. Et dans le classement, ça va compter. Et là encore, le Cameroun va reculer et on nous dira, voilà un mauvais pays. Je pense que pour moi, mais je pense qu'il ne faut pas non plus créer la confusion. Je rentre pas dans le débat, il ne faut pas non plus créer la confusion. On ne dit pas de sanctionner, de ne pas sanctionner les journalistes qui sont en faute. Bon, c'est peut-être ce que je suis en train d'entendre. C'est pour ça que j'ai demandé à la présidente quelle est la limite entre le délit de presse et le délit de droit commun. Et Étienne l'a rappelé tout à l'heure. Eux, au niveau de l'ONG, ils militent pour, par exemple, un tribunal de paix. Ben, je veux dire que l'une des problématiques relevées, c'est que, ce que je crois comprendre, c'est que les instances, en ce moment, qui traitent des questions liées au délit de presse, ne sont pas forcément sur le plan des critères universels, ce qui devrait le faire. Un délit de droit de presse soit un délit de droit commun. Comment? Il peut arriver qu'un délit de droit de presse, soit un délit de droit commun. Il revient au juge de qualifier les faits. C'est ça le problème. Voilà. Il revient au juge de qualifier les faits. Madame la Présidente, pourquoi est-ce que dans son syndicat que je respecte beaucoup, et je confirme ici que le syndicat que représente Madame la Présidente, pour avoir connu le grand frère Denis Kouébou, c'est un syndicat sérieux.
j'ai souvent eu à causer avec lui. Et sincèrement, dans votre profession, vous pouvez commencer à dire à vos éléments, OK, voici les délits de presse, voici les délits de droit commun. Quand vous êtes, par exemple, une espèce de formation continue, vous avez dit tout à l'heure, ils ont droit à la formation continue. Et là, je ne suis pas d'accord avec le représentant du MSC qui pense qu'il faut absolument avoir été dans une école. Non, on peut être un très bon journaliste sans avoir fait une école. Et si mes souvenirs sont bons, les plus grands dans ce domaine-là, je ne sais même pas s'ils étaient à l'école. Je ne sais pas. Max, vous avez la parole. J'avoue qu'on a dit beaucoup de choses, peut-être dans le but de me faire oublier ce que l'on dit. Mais je voudrais rappeler vous avez été invité pour vous faire sentir dans le débat. Je voudrais rappeler à mes amis d'en face qu'on ne crée pas une entreprise. Et ça, c'est du b.a.-ba du management lorsqu'on crée une entreprise. On ne crée pas une entreprise pour dire qu'on attend une subvention de l'État. Quand vous voulez créer une entreprise, il y a ce qu'on appelle un business plan. Ça veut dire que vous avez des projections en termes de recettes et en termes de dépenses. Donc, quand je parle de dépenses, je parle des charges. Tout est budgétisé à l'avance. Mais il serait hasardeux de justifier le mauvais traitement qu'un patron de médias peut donner à ses employés en disant on n'a pas de subvention de l'État. On ne crée pas une entreprise en attendant les subventions de l'État. Si vous vous cachez derrière cette subvention, eh bien, je vous dirais donc, vous êtes en train de justifier, de donner la chicotte aux responsables des médias qui continuent justement à traiter les hommes des médias ou bien les employés des médias de cette façon. Madame le syndicat, je crois qu'une de vos missions est de se rassurer également que les droits de vos syndiqués, si je peux ainsi dire, sont respectés. Mais attendez, vous avez tantôt dit que la faute est à l'État qui donne l'autorisation de créer des médias n'importe comment. Je peux vous le concéder. Parce que si vous prenez justement, je veux dire n'importe quoi, quelqu'un qui a fait le service militaire, vous demandez de créer une entreprise de médias, il est de bon ton justement que vous pouvez avoir un certain nombre de dérapages en matière de management. Est-ce que vous trouvez juste que dans une entreprise, je parle tellement de ces entreprises parce que je les vis. Vous ayez dans une entreprise quelqu'un qui soit chef, c'est-à-dire que vous avez un poste de responsabilité et vous trouvez que votre subalterne touche 5 fois votre salaire. C'est des choses qui se vivent, madame. Peut-être quand on sera en offre, je vous donnerai un peu le nom de ces entreprises, parce que moi, j'ai ces informations. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un soit responsable dans une entreprise de médias et que son subalterne touche 5 fois? Je veux dire de manière claire, si le chef a 200 000, vous trouvez un subalterne qui a 1 million. 5 fois. Est-ce que vous trouvez ce genre de choses? Je veux donc vous dire... Ce n'est pas normal. Très bien. Est-ce que vous savez que une des grosses difficultés qu'a les entreprises de médias, surtout les médias qui sont créés tout récemment, est-ce que vous savez qu'ils ont un véritable problème de management? On a un problème de management. Parce que lorsque vous nommez quelqu'un chef et qu'on dit à un subalterne, toi, tu dois présenter le journal, je dis n'importe quoi, de midi, la personne recourt chez le patron et que le patron peut vous appeler et vous dire pourquoi vous avez programmé l'autre là à 12 heures. Vous voyez donc que tout ça crée des frustrations. Et quand on a donc dans ce cas de frustration, et c'est pourquoi justement, M. Dipita, vous allez donc rencontrer ce type d'employés qui vont vous dire, il est mon chef, mais la réalité c'est qu'à la fin du mois, je passe avant lui. Voilà. Quand on dit qu'on est chef, le chef se ressent même au niveau du salaire. Mais je vous dis, est-ce que, je ne sais pas la différence, que vous faites entre un animateur télé et un journaliste. Je ne sais pas la différence. Mais c'est triste de savoir qu'il y a un animateur de radio, de radio ou bien de télé, qui peut toucher 1 million, pendant qu'il y a un journaliste qui soit en train de toucher 200 000. C'est très triste d'entendre ce genre de choses. Largement moins. Je vous dis, c'est des choses qui existent. Donc, il faut bien savoir que ces journalistes-là sont mis dans des conditions précaires. Lorsque vous envoyez ces journalistes en reportage, et là, personne ne peut nier, parce que j'ai déjà assisté, est-ce que vous savez que ces patrons, quand on envoie ces gens en reportage, madame, vous allez faire un reportage, vous prenez la moto, ce que vous appelez le bicycle, pour aller en reportage. Vous traînez par devant vous les caméras.
Quand bien même vous arrivez, le patron qui vous envoie faire ce reportage n'a même pas prévu qu'il peut vous donner 10 000 francs pour acheter une bouteille d'eau. C'est pourquoi, quand ces journalistes arrivent sur le terrain, voici ce qu'ils disent. Qui est chargé de gérer la communication? Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il recherche? Le gombo. C'est ce qu'il a dit. Et vous le voyez, hein, madame. On vous dit CRTV. La CRTV est devant, 25 000. Ne citez pas les médias, s'il vous plaît. Souffrez, je ne vais pas citer les autres. Non. Et vous voyez donc, non, j'ai donné le cap. J'ai donné le cap, 25 000. Tous ceux qui vont suivre, c'est 500 000. Vous les voyez en train de discuter comme des enfants. Mais vous voyez que... C'est pourquoi je vais aussi dire aux journalistes... Vous voyez que vous pouvez rentrer dans un délit de presse aussi facilement, non? Non, malheureusement, Si. je peux. Vous voulez dire que c'est activé 25 000. Vous pouvez démontrer, vous pouvez prouver. Voilà, Vous et là, voyez je comment sais c'est... Monsieur Lipita, Mais je voudrais un peu recentrer. Monsieur Lipita, j'ai au moins la certitude d'une chose, parce que Je vais vous laisser parler. J'ai au moins des fiches d'émargement. Donc au moins ça, vous pouvez rassurer. Ce que j'ai envie de dire, madame, c'est qu'il faut que vous-même, les journalistes, vous appreniez à vous donner de la valeur. Que vous ne soyez pas des gens qu'on manipule. Je vais continuer à taire le nom. Lorsque vous voyez un maire appeler un journaliste, lui donner de l'argent, je dis bravo à ce journaliste-là, va me saboter tel conseiller municipal. Vous savez ce que le journaliste a fait? Il a pris, il a mangé, et à l'heure de son émission, il n'a même pas fait allusion. Je dis bravo à ce journaliste-là. Madame, il faut aussi que les journalistes cessent de marcher avec leur ventre, avec des problèmes alimentaires. Lorsque vous vous rabaissez à ce niveau, vous ne vous faites pas respecter. Lorsque vous voyez des journalistes qui ne peuvent pas se prendre eux-mêmes au sérieux, c'est où on arrive à la manipulation. Et c'est donc où je vous rejoins. Vous vous levez un matin, comme on s'est levé ce matin à Yaoundé. On a vu qu'il y a au moins 10 presses qui avaient le même titre. Madame, c'est justement parce que quelqu'un peut se lever un matin, il dit j'ai besoin de tirer sur M. Marc Wabo. Madame, les sommes sont dérisoires. C'est les 10 000, c'est les 5 000, c'est malheureux. Et vous voyez ces journalistes prendre. Et quand bien même ils ont fini de prendre, après il vient vous dire, tu peux payer plus que ça. Je vais vous dire une chose. Il y a une chaîne ici dont je préfère taire le nom. Vous savez pourquoi je ne suis plus invité sur cette chaîne? Tout simplement parce que quand je passais sur les plateaux, je suis passé 1, 2, 3 fois. Ce journaliste m'a appelé un jour à mon bureau pour me dire tu es déjà passé 3 fois, il n'y a pas un whisky. Je lui ai dit je ne suis pas celui-là. Et monsieur Dipita, je peux vous prendre à témoin. Vous savez que je n'ai jamais pris le téléphone pour vous appeler, pour vous dire invitez-moi sur votre plateau. Ça, je ne fais pas ça. Parce que si j'entre dans ce jeu, madame, je commence à tomber au bas de l'échelle. Ça, c'est pas moi. On peut m'inviter, on peut ne pas m'inviter, c'est pas mon problème. Mais je ne vais pas vers le journaliste pour dire invitez-moi. Je vais me faire respecter. Pour dire quoi? Que ces patrons des médias, qu'ils sachent qu'ils ont un personnel, qu'ils se souviennent de 2 grands auteurs, Peter Drucker. L'être humain est la ressource centrale, le capital le plus rare et le plus précieux dans une entreprise. Sachez que ce sont ces journalistes qui travaillent et qui vous permettent justement de faire des super profits et qui vous permettent de bâtir des immeubles en plein toit là. Retournez-les l'ascenseur. Mettez-les dans des conditions favorables. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous qu'on dit les salaires se négocient entre l'employeur et l'employé. Ça ne justifie pas, madame, que je sois votre chef et pendant que j'ai 200 000, vous avez 800 000 francs de salaire. C'est triste d'entendre parler de ça. C'est pour vous dire également, il faudrait qu'à la tête de ces médias, qu'il y ait des hommes dignes en matière de management. Mais quand on a à la tête de ces structures des gens qui se passent, qui n'ont jamais fait la profession de journaliste, mais qui se passent pour des super journalistes dans le monde, ça ressemble à tout ça là. D'où vient-il qu'on peut convoquer des gens en réunion? C'est des journalistes pour leur clochardiser. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ailleurs, il y a des journalistes ailleurs qui peuvent travailler dans 4 ou 5 chaînes de télé? Ici là, non seulement, si vous apprenez qu'il y a un journaliste, un de vos employés qui allait postuler à France 24, si vous avez vendre son CV, vous le mettez à la porte. Vous convoquez une réunion, vous dites, monsieur, mettez-vous dehors. Et quand vous le faites, vous avez le courage de dire aux journalistes, allez vous plaindre où vous voulez vous plaindre, rien ne va m'arriver. Pourquoi ils disent ça, madame? Est-ce que vous savez que ces journalistes qui sont dans votre syndicat, lorsqu'on veut licencier un journaliste qui est membre de votre syndicat, on devrait pouvoir vous appeler. Mais lorsqu'on le fait, on ne vous appelle pas. Pourquoi? Parce que vous, les syndicats, vous ne vous donnez pas un poids. Donc évitez-vous les syndicats. Lorsque les syndiqués vous posent un problème,
et que vous arrivez dans ces entreprises, vous vous comportez typiquement comme les contrôleurs de la CNPS. Vous voyez les failles, on vous présente une enveloppe et vous fermez les yeux. Moi, j'en ai vu dans une chaîne qui est cachée quelque part, non loin de supermarché cadeau. J'ai failli donner des indices. On a licencié quelqu'un que je connais personnellement en lui disant détournement de 400 000 francs. Lorsqu'on a mené toutes les actions, il n'y avait aucun détournement. La personne s'est retrouvée au dehors. Malheureusement, cette personne est membre du syndicat. Quand cette personne s'est retournée vers les syndicats n'ont rien fait. Et donc, ça doit amener cette relation-là à sortir carrément du syndicat. Donc, sachez que le petit 10 francs, 5 francs qu'ils acceptent qu'on coupe là pour verser dans votre syndicat, c'est pour que vous fassiez le job. Et je dis, il est temps qu'on respecte les journalistes dans ce pays. Moi, je vois des gens sortir à 5 heures du matin. Je les vois ne pas dormir dans la nuit. Je vais vous dire, je connais quelques bris. Vous voyez des gens vous dire, donne-moi le conducteur, le papier. Dernièrement, je posais la question à quelqu'un, mais chaque fois que je vous entends parler de papier, c'est quoi? Comme me dit reportage, je veux le conducteur, je veux mes thèmes. Mais ces gars ne dorment pas, madame. Ces gars ne dorment pas. Vous êtes avec un journaliste à 2 h, 3 h. Il est en train de travailler sur leurs différents forats. Il faut qu'il donne ceci et au-delà. Il faut qu'il y ait le conducteur. Il faut qu'il y ait ceci. Ces gens ne dorment pas. Mais il faut qu'on leur respecte. Et vous avez la mission d'amener ces patrons du média à faire respecter les journalistes. Parce que quand ils iront en retraite, madame, ils n'auront rien. Demain, vous allez apprendre. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui est parti de chez lui à 5 h. Il s'est fait percer la tête. Quand on a dit au patron de ce média, il a envoyé un stick sur WhatsApp pourri. Et c'est les employés, justement, qui ont contribué pour qu'il aille se faire soigner. Et vous voulez qu'on donne les subventions à ces patrons-là. Quand on crée une entreprise, cher monsieur, on n'attend pas de l'État que l'État subventionne. On crée une entreprise parce qu'on a mis sur pied un business plan. On met l'État hors. Alors, Étienne, vous allez en rajouter, mais je pose la question qui suit. Vous parliez davantage de la dépénalisation des délits de presse. Je rappelle qu'il s'agit surtout de supprimer les actions pénales ou celles privatives de liberté, et qui c'est peut-être les remplacer par des actions civiles, dommages d'intérêt autres, lorsque un journaliste est pris à défaut. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Vous allez peut-être développer également cet aspect-là, les motivations et puis les raisons profondes. Et si vous voulez, vous revenez également sur les autres questions qui ont été abordées plus avant. Oui, parce que tant que le journaliste travaille avec la peur au ventre, il ne peut pas bien faire son travail. Dès lors qu'il y a la pénalisation des délits de presse, le journaliste sait qu'à tout moment, il peut être convoqué dans un commissariat et gardé à vue. Dès lors, même si après quelques jours, 3 jours, vous êtes libéré, ça fait quand même que on vous a quand même pris 3 jours de du boulot. Donc c'est pour ça que l'intérêt de la dépénalisation des délits de presse, c'est que ça permet aux journalistes de faire son travail sans trop de pression. Étant donné que lorsqu'il y a un problème, il sait qu'il ne sera pas mis en garde à vue, il sait qu'au pire, il va encourir une sanction pécuniaire. Dans un pays à côté, je crois, c'est au Tchad, le délit de la diffamation est pénalisé d'une amende, seulement d'une amende qui ne dépasse pas 500 000 francs. Le Tchad est un exemple, doyen. Voilà. Non, c'est pour dire, parce que nous sommes sur les questions de démocratie. Et je prends un pays qui, sur le plan démocratique, devrait normalement... Je veux même admettre qu'on donne des sanctions pécuniaires. Je veux même admettre, ces journalistes prennent l'argent pour payer. Je veux même admettre. Quelqu'un qui a 100 000, quelqu'un qui a 50 000, on lui dit tu dois payer 300 000. Non, c'est le média employé qui paye. C'est régulièrement. L'employeur qui paye. Et si le média, et si l'employeur a de mauvais journalistes, il ferme. Et c'est grâce à ça que... La responsabilité pénale et individuelle. Je vous dis, nous ne parlons pas, vous ne pouvez pas prendre de ce côté. Responsabilité pécuniaire en ce qui concerne les délits de la presse. C'est pour ça que nous préconisons la dépénalisation. C'est pour qu'il y ait plutôt des... Il faut bien expliquer à M. Waboua. Non, voilà. C'est-à-dire que si... Parce qu'on veut qu'on dépénalise. Oui. Donc, que ça ne soit plus un problème pénal. Oui. Qu'il soit une sanction pécuniaire que vous payez. Maintenant, vous avez, au lieu de perdre votre liberté, vous avez plutôt une sanction pécuniaire. Et c'est votre employeur qui paye. Et c'est votre employeur qui paye. Si je comprends parce que le titre n'appartient pas
aux journalistes. La loi dit, lorsque vous êtes employé de presse et que vous avez un problème, votre patron de presse est convoqué. Parce que s'il n'y avait pas l'organe, il n'y aurait pas eu délit de presse. La presse est le support. Donc vous êtes employé. Donc vous êtes convoqués tous les deux. La responsabilité première incombe au directeur de la publication. C'est pour ça que lorsqu'on crée un titre, ce n'est pas le nom du journaliste qui est à l'ours. C'est le nom du directeur de la publication. J'ai peur de ce type de discours, madame. Qui est le responsable? Non, vous n'avez pas à avoir peur comme si c'est moi, si c'est moi qui vous dis. Mais je tenais à vous faire une précision. C'est parce que vous me dites qu'il faut qu'on arrive à une situation, lorsqu'il y a sanction pécuniaire, c'est le responsable d'entreprise qui paye. Vous qui pleurez même déjà qu'il n'y a pas de subvention. C'est l'argent. Non, nous ne sommes pas en train de pleurer. Il faut dire les termes comme il faut. Qu'il n'y a pas de subvention. Vous, les journalistes qui avez des salaires dérisoires, vous avez justifié à un moment donné que l'entreprise n'ayant pas de subvention ne peut pas. Et je vous dis donc maintenant, vous demandez donc en ce moment aux responsables des médias de doter des provisions autant pour moi, pour ce genre de contentieux. L'argent viendra d'où, madame? Je vous explique que c'est en réalité la solution pour que le milieu soit assaini. Puisque vous parliez tout à l'heure du tout venant dans le métier. Oui. Lorsque c'est dépénalisé et que c'est l'entreprise qui paye il fait plus attention. Il recrute des bons journalistes. Si vous commettez une faute, deux fois, et qu'il doit payer pour cela. Merci. Voilà. Là, je partage votre avis. Là, je partage votre avis. Là, je partage votre avis. Monsieur le Président, je voulais relever le caractère pervers de ce que vous êtes en train de dire. Parce que ce qui est faux aujourd'hui n'est pas pervers. Attendez, est-ce que vous savez qu'il y a des patrons de presse sur la scène camerounaise qui sont prêts à payer pour les délits de presse tous les jours et que ça ne leur pose aucun problème. Ça veut dire que... Vous en connaissez, vous? Attendez, je vais vous dire. Non, parce que vous dites que les gens sont prêts à payer tous les jours. Est-ce que vous savez qu'il y a des médias ici au Cameroun, parfois on met des individus en mission commandée pour tirer à boulet rouge sur d'autres. Madame la Présidente, ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Et si vous leur dites, tel délit de presse, c'est tel montant, ce genre de patrons-là, ils ont l'argent, ils payent. Vous faites quoi? Non. On va créer je ne peux pas répondre de ce qui n'existe pas. Non, ici, on ne fait pas de la magie. Parce que vous êtes dans un cas de ce qui pourrait se produire. Alors que nous, on dit qu'il faut qu'on dépénalise. Madame la Présidente, je vous prends un cas. On n'a pas encore dépénalisé. Est-ce que vous savez qu'il y a un média, par exemple, dans ce Cameroun, ici, dans ce pays, où une autorité gestionnaire d'une entreprise sérieuse avait été traitée, par exemple, de rat? Ici au Cameroun, vous savez, imaginez qu'on demande on dépénalise et on dit, OK, sanction pécuniaire. Il le fait une fois, on dit 500 000, on paye. Après, demain, on dit va refaire la même chose. Et vous mettez les journalistes sur une posture que le citoyen normal n'a pas. C'est-à-dire que lui peut diffamer. Il paye, il est dehors. Le citoyen normal diffame. Non, c'est quelque chose qui ne passe pas. Non, c'est parce que ça passe pas. Au nom de la liberté de la presse, c'est pour ça qu'on le fait. Si la liberté de la presse, c'est de vous donner des passe-droits, non, je réponds à votre exemple. C'est pas bon, monsieur le Président. Je voudrais vous lire une contribution qui me paraît pertinente. Je termine juste. Si vous êtes condamné une, deux fois et que vous payez sans problème, le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur n'est pas dupe. Il saura que le gars n'est pas sérieux tous les jours, les sanctions tous les jours. Il n'est pas dupe au Cameroun. Les médias vivent de leur source Donc je vous dis qu'à force de payer des amendes comme ça va désaffecter vos lecteurs et vous finalement, pensez que ça intéresse quelqu'un sur la place du Cameroun? Je voudrais vous lire une contribution. Je voudrais savoir, j'ai une préoccupation, M. Ouabo peut-être va m'éclairer. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a payé les 25 000 francs aux journalistes et il dit qu'il avait des décharges. Pourquoi vous payez? Pourquoi est-ce que vous payez les gens? Pourquoi vous payez? Je vais vous dire, en réalité, peut-être vous voulez que j'essaie de vous laisser là-dessus. Je ne suis pas partisan de la corruption. Vous comprenez? Ah, merci. Écoutez-moi bien. On peut, c'est même par pitié que je vous dise clairement. Écoutez-moi bien. C'est par pitié. Et je vous dis bien que dans votre corporation... J'espère que les journalistes qui ont reçu de l'argent chez vous comprennent bien aujourd'hui que c'est par pitié. Mais je suis désolé. Si c'est par pitié, ça veut dire que vous n'avez même pas de respect pour eux. Vous ne pouvez pas parler des êtres humains et vous parlez de pitié. Mais bon, si vous donnez de l'argent aux gens et après vous dites que c'est par pitié, je suis désolé. Je suis désolé. Je dis encore, c'est par pitié. Vous comprenez? Je vous dis, madame... Ça vous engage. Je dis encore, c'est par pitié.
Et ça, j'assume. Ça veut dire que vous n'avez aucun de respect pour les journalistes. Non, au contraire. Au contraire. Je vous ai dit au départ que je suis peiné. Madame, je ne dois pas créer mon entreprise et voter une ligne corruption pour journalistes. Je ne vais pas faire ça. Ce que je suis en train de dire, je vous ai dit que dans la corporation, j'ai des amis. Vous comprenez? Je suis mal, madame, de la voir au quotidien sur des motos. Si vous me voyez demain sur une moto, qu'est-ce que vous pensez de moi? Quelqu'un qui travaille. Vous croyez que je suis fier de voir ces journalistes-là emprunter des motos? Lorsqu'il pleut, ils s'arrêtent là, et dès qu'ils arrivent au travail en retard, on leur donne une demande d'explication. Pourquoi on ne peut pas penser qu'on peut mettre sur pied un car qui peut prendre justement, qui peut faire un ramassage des gens qui doivent commencer je vois quand même à partir de quelques chez eux. cars, hein. Laissez-moi parler, Les cars madame. qui passent. Je vois des cars qui Oui, passent. vous- Bon, pas des motos qui gomment, mais des cars qui passent. Écoutez, je sais de quoi je parle aussi. S'il y a des cas, ok, c'est déjà bien. Veillez pour que ça soit justement partout. Madame, Ok. je dis encore, c'est un élan. Quand je dis que c'est pas pitié, je ne suis pas en train de ils me regardent, ils savent que je ne me moque pas d'eux. Mais vous savez ce que ça peut faire? Que des gens viennent couvrir un événement et vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas de C'est l'argent pas de l'autre. votre droit. C'est Vous pas de comprenez? votre droit de Mais leur bon, donner de l'argent. alors, vous n'allez pas Et puis vous venez dire que vous avez Madame, pitié d'eux sur ce plateau. Je vous dis c'est pas possible. J'ai pitié de voir. Je voudrais vous lire. J'ai pitié, madame. Non, monsieur Wabo. J'ai pitié Je vous de redonne. voir. Trouvez un autre mot, Madame, mais pas de la pitié. J'ai pitié de Parce voir. que ces gens ont fait des études Madame, comme vous. j'ai Ils travaillent quelque part. c'est Vous ne pouvez pas pourquoi, leur mettre de la pitié. madame, Vous dites que vous avez donné 25 000 madame, francs aux gens écoutez, et 5 000 francs et vous madame, avez la preuve qu'ils ont madame, déchargé. écoutez. Je vous dis non. Madame, écoutez. Et de la ça pitié, vous gêne, je dis n'est-ce non. pas? Ça vous Non. gêne, n'est-ce pas? Je vous dis non. C'est pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de leur donner. Ce que je Vous veux- leur laissez donc Madame, dans leur misère. ce que je Vous veux- ne pouvez pas leur donner 25 000 francs et venir sur un plateau de télé Ça vous dire fait que mal. vous avez de la pitié De la pour même eux. manière, quand Mais vous, les non. syndicats, je vous en prie, Mais non. de la même manière, quand vous, les C'est présidents même du pas syndicat... élégant, monsieur Wabo. Mais attendez, monsieur Dipita, madame, on va pas se livrer à cet exercice. Ces journalistes me regardent. De la même manière que vous, les syndicats... Et ils savent aujourd'hui quand que vous avez de la pitié pour eux. Mais bon Dieu, Les mêmes qui Alors, vous de la regardent. même manière que quand vous allez dans ces entreprises, vous prenez le micro quand on vous interviewe, vous dites qu'ils sont affiliés à la CNPS, parce qu'on vous a parlez fait de quoi? décharger de l'argent. C'est de la divination que non, vous faites. je Vous suis parlez désolé. de quoi? Vous savez très bien de quoi je parle. Non, je suis Et désolé. Médiature en a Max. pourtant fait état de cette Non, interview. Max, C'est je ce suis que j'ai envie de désolé. dire. Monsieur Dipita, Je ne sais pas de quoi on vous ne parlez. va pas m'empêcher d'avoir des amis au niveau de la presse. Et quand je dis que j'ai pitié, madame, je suis désolé. Ces mêmes Celui qu'on amis-là- a percé sa tête là, parce qu'il sortait à 5 heures, c'est un ami. Quand je me rends à son chevet et que je paye son ordonnance, vous croyez que je vais être content C'est des conditions votre dans lesquelles ami. il travaille? C'est votre ami. Il Et vous faut n'avez pas donc- besoin de venir le C'est dire pour- sur le je suis plateau. désolé. Si c'est votre ami. Vous, les syndicats, Alors, non, monsieur. vous devez faire Non, votre travail. monsieur. Au lieu Non, d'aller prendre la non. corruption chez les patrons, Non, vous devez, vous non, devez monsieur. justement Max. défendre la cause de Non, ces non, journalistes-là. Non, non, non. Vous comprenez ce C'est que vous faites? inélégant. Non, C'est Max. inélégant. Monsieur Dipita. Une seconde. Monsieur Une Dipita. seconde. Inélégant. Monsieur Non, Dipita, une j'ai seconde. travaillé. Permettez-moi de redonner- J'ai travaillé non, dans Max. une structure, Max, monsieur Dipita. une je vais vous seconde. dire. Non, J'ai travaillé Max. dans une structure, j'ai été malade. Max. C'est mon père qui m'a fait interner pendant 17 jours. Quand je suis sorti de l'hôpital, mon défunt père il m'a dit, dans ton entreprise, il n'a pas l'assurance maladie, c'est Max. ça, oui. Il m'a dit, dès demain, tu démissionnes. Max. Vous comprenez? Pourquoi je dois travailler? C'est mon père Max qui va me Wabo. soigner. Max. Je vous écoute. Je peux comprendre que vous êtes remonté, ce que je trouve d'ailleurs sympathique à l'égard de la situation d'un certain nombre de journalistes qui ne sont pas forcément mieux encadrés ou pris en charge selon les conventions. Mais nous sommes dans un environnement. Je veux dire que ce qui est vrai pour le journaliste l'est pour l'enseignant. Tout à l'heure, on le disait, le médecin, l'avocat. Tous les secteurs. Les secteurs, je crois que c'est un environnement global qu'il faut interroger, qu'il faut penser, certainement qu'il faut soigner. Depuis tout à l'heure, je voudrais mettre Ah, une contribution, la contribution de J'ai complètement oublié. Denis Kwebo, qui Je vous ai est le coupé. président émérite du SNJC. Un journaliste est libre et indépendant vis-à-vis de tout pouvoir, de tous les pouvoirs. Libre et indépendant vis-à-vis du pouvoir, de l'opposition, des confessions religieuses, etc., des lobbies. L'État n'est pas le seul débiteur d'obligations en matière de liberté. Les patrons en ont. La société entière a des responsabilités. Affirmer qu'on a donné 25 000 par pitié est un aveu d'achat de conscience. La liberté de la presse est examinée en rapport au pouvoir politique et économique et autres. La liberté, ce n'est pas vis-à-vis du pouvoir, il l'a dit déjà.
Donc les rapports de travail sont régis par la loi, c'est pas de la caricature. Je voulais quand même apporter ces contributions que j'ai. Je voulais dire que merci à vous. Le code du travail est clair sur certains aspects. Et le code du travail s'appuie également sur... Les conventions collectives existent pourquoi? Parce qu'elles régissent des secteurs. OK? Comme je le disais tout à l'heure, les industriels ont leur convention collective. Les commerçants ont leur convention collective. Les autres métiers ont leur convention collective. Donc, si aujourd'hui, nous sommes amenés à être traités comme nous le sommes, c'est parce que la convention collective qui est la nôtre, qui a été signée, n'a pas été adoptée, n'est pas adoptée. Donc, quand je pose la responsabilité du gouvernement, qui par ailleurs veille à ce que les conventions collectives soient respectées dans notre secteur, pour qu'il y ait une augmentation, pour qu'il y ait un changement de ceci, pour qu'il y ait un changement de tarif, il faut des négociations parce qu'il faut bouger une ligne. Alors que nous, on a signé une convention collective depuis 2008 et ils n'ont pas autorisé à ce que cette convention soit appliquée. Ça veut dire que l'intérêt que le gouvernement a pour la presse au Cameroun n'est pas un intérêt sérieux, n'est pas un intérêt qui contribue à développer la presse. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, ces questions qui sont évoquées, où on dit comment est-ce qu'on fait pour être journaliste, comment est-ce qu'on peut payer à quelqu'un 200 000 et son subalterne à 800 000, ça n'existerait pas si cette convention était appliquée. Parce que tous ces éléments-là sont contenus. Comment est-ce que le salaire du journaliste est? Donc, d'autres termes, la loi doit être déjà un filtre. La loi doit être un filtre. Et la loi doit permettre que ce secteur soit régulé et que nous extirpions justement tous ces mauvais traitements et ces mauvais comportements des patrons de presse parce qu'ils seront sous le coup de la loi. La loi, le gouvernement a la coercition que nous, les syndicats, nous n'avons pas. Quand on dit... Non, attends, bon, je pense que si le porte-parole du RDPC veut argumenter... Non, allez-y, Mario, allez-y. Parce qu'en plus, je suis la seule femme ici, je veux parler, je suis étouffée. C'est une tactique du débat. Dès que vous êtes gouvernement, il trouve une astuce pour... Allez-y. Enfin, je sais pas. Donc, je disais que c'est un problème qui est très important. Tout à l'heure, ici, on a parlé des conditions de travail. On a parlé des salaires. On a parlé d'assurance vie et l'assurance de santé. La vie, c'est autre chose d'autre. L'assurance santé, parce que c'est un métier à risque. Nous réfléchissons énormément. Nous travaillons jusqu'à pas de week-end parfois. Nous n'avons pas un accompagnement psychologique pour les peines que nous rencontrons. Il y a la casse de matériel. Il y a plein de choses. Il y a même l'insécurité, parce que vous partez avec un matériel qui n'est pas le vôtre. S'il est pris, le patron ne va rien entendre, il ne veut rien savoir. Mais toutes ces questions au détail sont consignées parce que pendant un an, les syndicats, les patrons de presse et le gouvernement qui était représenté par le ministre de la Sécurité et du Travail et de la Sécurité sociale ont contribué chacun à bâtir cette convention-là et à mettre sur pied ces éléments. Pourquoi est-ce que ce n'est pas respecté? Vous n'allez pas vouloir aujourd'hui me dire que c'est mi-figue, mi-raisin, on évolue avec... oui, mais vous avez dit vous épousez l'idée. Hein? Vous avez dit que vous épousez l'idée. On évolue avec notre contexte, nous sommes une jeune... Je dis non, ça c'est des éléments à mettre ailleurs. Par ailleurs, parce que sur d'autres secteurs, il y a cette application de convention collective qui est respectée. Donc, quel est le plan et le problème avec la presse au Cameroun? On veut infantiliser la presse, on veut la fragiliser, on veut la manipuler. Qui crée les titres à gage? Qui nourrit les journalistes à gage? Vous pensez que c'est un journaliste qui va donner son argent à un autre journaliste pour qu'il aille tirer? Et ces personnes-là, quand on dit qu'il faut dépénaliser la presse, vous dites que non? Non, c'est pas correct. Étienne. Oui, et en plus, on se rend compte que la commande publique de la publicité n'est pas transparente. Vous voyez? Donc, normalement, c'est que l'État, parce que vous, jusqu'ici, on a trop tiré sur les patrons de presse, mais il faut savoir que le responsable numéro 1, c'est l'État. C'est l'État qui doit veiller que les entreprises marchent bien. C'est l'État qui doit veiller que c'est les inspecteurs de travail qui doivent faire leur travail, justement en faisant des contrôles dans les entreprises, même les entreprises de presse, pour s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de discrimination que vous dénonciez tout à l'heure. C'est l'État qui doit
n'est-ce pas, qui doit augmenter, qui doit revoir, n'est-ce pas, le budget d'aide à la presse qui, jusqu'ici, est dérisoire. C'est l'État qui doit veiller à ce que qui doit édicter des lois, des lois qui permettent que les entreprises fonctionnent bien. En réalité, c'est l'État qui est l'alpha et l'oméga. Le reste est accessoire. Les patrons de presse, ils viennent en second lieu, parce qu'ils ont également leur part de responsabilité, et les journalistes en dernier lieu. Donc, c'est pour ça que nous continuons à dire que quand il y a des pénalisations des délits de presse, ça va induire que les patrons de presse forment bien leurs journalistes, recrutent des bons journalistes et les payent bien pour qu'ils soient motivés et fassent bien leur travail. Parce qu'ils quand ils vont mal faire le travail, ils seront condamnés, il y aura des peines d'amende que l'entreprise va payer. Donc, pour éviter cela, les entreprises, d'abord, seront obligées de recruter des bons. Ensuite, les entreprises qui ne pourront pas le faire vont fermer. Et parce qu'actuellement, il y a trop d'entreprises de presse. Normalement, on devrait pas en avoir tant. L'idée serait qu'il y ait un regroupement, mais là, il faudrait qu'il y ait des mesures pour que ce regroupement ait lieu sans forcer personne, qu'il y ait des regroupements pour avoir des entreprises de presse viables, au lieu d'avoir des petites entreprises qui nous mettent dans ce genre de situation où le journal n'est pas payé, où il y a la corruption, où les perdièmes sont devenus les salaires et tous les mots que vous étiez en train de décrier. Donc, le plaidoyer que je ferai à l'intention des pouvoirs publics, c'est de dépénaliser les délits de presse le plus tôt possible, non seulement pour s'arrimer à la tendance générale dans le monde et en Afrique centrale, mais également pour permettre un toilettage du secteur afin que naissent les entreprises viables qui payent bien leurs journalistes et qui font bien le travail. Parce que les médias, un organe ne presse pas une entreprise comme un autre, c'est le service public. L'objet d'une entreprise médiatique, c'est le service public. Et c'est pour cela qu'on réclame qu'il y ait des subventions conséquentes et transparentes. D'accord. Oui, je suis un peu amusé quand j'entends le discours de monsieur le coordonnateur. Il dit 2 ou 3 choses qui me surprennent. Première chose, c'est l'État qui doit veiller à ce que les entreprises fonctionnent bien. Et là, il parle des entreprises de presse. À travers la législation. Il parle des entreprises de presse qui sont des entreprises privées. Je voulais me permettre d'expliquer que dans entreprise, il y a entrepreneur, il y a quelque chose, il y a un génie créateur de quelqu'un qui met en place quelque chose parce qu'il sait que ça va marcher et ça va lui rapporter. Mais ça se fait dans un cadre. Oui, bien sûr. Si le cadre est permissif, le cadre camerounais n'est pas permissif. On a dit entreprise de presse. Entreprise de presse, ça veut dire que vous êtes dans un environnement économique qui vous permet de faire du bénéfice. Vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise. Et là, je reprends à mon compte une partie de son argumentaire et croire que c'est l'État, ce sont les subventions qui vous permettront de payer les salaires. Vous me faites penser un peu à ces présidents de club qui tirent à boulet rouge sur Samuel Eto'o tous les jours parce qu'ils se disaient que c'est grâce à la subvention qu'ils devaient payer les salaires, c'est grâce à la subvention que les clubs devaient vivre. Non, vous créez votre entreprise, pensez à votre modèle économique, votre business plan, tout ce que vous mettez autour, votre modèle économique doit vous permettre de rendre viable votre entreprise sans que la subvention ne vienne. Ça, c'est la... Permettez, ça c'est la première chose. Non, mais il n'y a aucune entreprise de presse au monde, aucune, qui fonctionne normalement sans subvention. Je vous ai dit, les subventions ici, vous attendez directement de l'argent, mais je vous ai dit, les subventions ne sont pas seulement pécuniaires. Je vous ai parlé des exonérations fiscales, et ce n'est pas petit, c'est beaucoup d'argent. Vous savez que... Non, vous savez... Les exonérations fiscales, peut-être un chiffre. Par rapport à la taille de chaque entreprise, à son chiffre d'affaires, oui. Mais vous savez que sur cette question Donc, vous voulez dire que les médias ne les payent pas entreprises se les plaignent impôts. beaucoup. Les entreprises Se plaignent beaucoup Oui, ben- de la non-application des exonérations. Le matériel arrive à la douane, il faut payer les droits de douane. Bref, un certain quand nombre vous les payez, ces droits de douane-là, ils s'élèvent à combien par rapport aux autres entrepreneurs Les normes Ils s'élèvent à universelles parlent justement d'exonération. Bon, je voudrais dire que
au stade où nous sommes, en dehors de l'argent que vous attendez directement, parce que Madame la Présidente a dit l'enveloppe est passée de temps en temps. Quand on essaie de regarder... Non, donnez le temps à temps là. J'ai dit Voilà, 250 à 56. Et À puis- 56. Moi, je diminue même. Voilà. Et Quand puis on les essaie de médias, regarder- les médias même qui vont là-bas se connaissent. Hein. Bon, Voilà. ça c'est toujours vous qui le dites. Quand on essaie de regarder le package général, on se rend compte qu'en réalité, on peut chiffrer ça un peu plus. Mais ça, ce n'est pas le problème. Créez vos entreprises, pensez à la manière dont elles vont fonctionner. N'attendez pas que l'État vienne vous appuyer. Pour que ces Mais ça se fait dans entreprises un cadre, c'est ce que je dis. Si les pouvoirs publics disent que pour créer une entreprise, il vous faut dès le départ 50 journalistes. Oui. Vous avez compris le problème. Bon. On ne peut pas vous, Quelqu'un vous définit donner, le cadre. On ne peut pas vous donner une L'État se donne, autorisation à fonctionner. On ne crée pas une banque sur un coup de tête. Il y a des critères à respecter. Vous savez, Est-ce que vous savez, pouvez faire quoi? ce n'est pas, vous savez, ce Le n'est pas nombre d'employés l'État. que vous J'ai pris un exemple banal. Voilà, je voulais revenir là-dessus. L'État vous, Ce n'est pas l'État vous dit par exemple qu'il faut avoir des locaux. Vous connaissez des journaux qui n'en ont pas, par exemple. Ce n'est pas l'État. Mais vous connaissez, Il faut avoir pignon sur eux. mais vous pas connaissez l'État. vous connaissez des journaux qui n'en ont pas. Je constate que les journalistes Comment? veulent me museler. Non, vous n'êtes pas Madame muselé. se plaint tout à l'heure, mais bon, c'est moi qui suis pris en grippe. Nous sommes à moins Je voulais 6 dire minutes. que ce n'est pas l'État de la qui fin de vient l'émission. demander aux entrepreneurs, qui viennent dire aux entrepreneurs comment ils structurent leurs entreprises. Ils en font ce qu'ils veulent. Vous voyez, Non, là, c'est encadré. Bien sûr. Non, c'est encadré. Mais on est quand même Jusqu'au dans une nombre république. d'employés. Hein. C'est encadré. Jusqu'à Sauf vous dire si, que si vous devez vous-même avoir vous dites 50 que employés, c'est encadré. Demandez, ça attendez, doit est-ce être que n'importe demandez, quoi. Hein. vous demandez d'avoir des locaux. Si vous dites que vous faites une SA, il y a un nombre d'employés requis pour les SA. Je passe sur votre contrôle. Suivez, Si vous dites que suivez. vous faites une Vous salle, pouvez Il y a un faire nombre une d'actionnaires. SA. Il y a un Vous nombre pouvez faire une d'actionnaires. SA avec D'actionnaires. conseil Pas d'administration. Non, il y a un nombre d'actionnaires Voilà. et pas Et d'employés. même le capital une social. seconde, Ce qui est une pas- seconde, Voilà. une seconde. Ce qui est Une pas entreprise unipersonnelle, Oui. c'est un nombre d'employés. On est d'accord? C'est Ça unipersonnel. correspond à un certain nombre. On est d'accord? Unipersonnel. C'est uni. Une Écoutez, entreprise. monsieur, Une entreprise. Un établissement, c'est une entreprise unipersonnelle. Unipersonnel, oui. Un établissement, c'est unipersonnel. Oui. Ça correspond à un effectif précis. Pas forcément. Si. Quand vous créez un établissement, monsieur Député, Oui. vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont des entreprises établissementales, n'est-ce pas? Oui. Mais bon Dieu, il est pas Oui, mais non, forcément- non, non, il est non. seul. La catégorisation n'est pas par rapport au nom. Bon, C'est par rapport. c'est pas- Vous avez unipersonnel, rapidement. Quand vous faites une salle correspond à un effectif. Quand vous faites une SA, ça correspond à un effectif. En termes d'actionnaires, en termes d'associés, pas en termes d'employés. D'employés. Pourquoi, monsieur Député? Parce que je vous ai dit tantôt, quand on crée une entreprise, il y a un business plan. D'accord. Vous avez besoin de tel nombre de personnels pour tel poste, pour tel poste. Vous définissez les charges. Donc, si vous créez votre entreprise, on ne peut pas venir vous dire, pour un début, vous devez avoir 50 employés. Parce que quand vous faites un business plan, vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le business plan peut s'étaler sur 5 ans. Ça veut dire qu'on est parfois conscient que les 2 premières années peuvent être difficiles. Et on sait que parfois Et c'est la l'État, 3e un certain année, nombre de- parfois Laisse d'abord l'État. parfois c'est la Laisse 3e d'abord année l'État. qu'on Monsieur commence Wabopar. justement à faire un certain nombre de bénéfices. Bien évidemment, il a raison. L'État vous dit, lorsque vous créez une autre entreprise, on vous dit les 2 premières années, vous êtes exonéré d'un certain nombre de... Ah, d'étapes. ça, c'était avant, c'est hein, clair. maintenant, c'est Ça, un an. clair. Mais ce que j'ai envie de dire, de toute façon, le thème, on est à la fin, M. Député? Oui, pratiquement. Bien. Je voudrais tout Mais simplement... là, j'ai été muselé. Hein, parce que- Non, 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 vous allez reprendre la... Bon, allez-y, allez, terminez, Yves, allez-y. Non, non, allez-y, Yves. Allez-y, Yves. Allez-y. Comment? Je voulais simplement... Non, c'est pas pour les libertés. Et vous n'avez pas l'impression que... Voilà, vous- voilà, ouais. parce que je me plains. Je voulais simplement conclure en disant qu'en réalité, les patrons de presse doivent être responsables. Arrêtons d'accuser l'État. C'est trop facile. Hein. L'État. Arrêtons d'accuser l'État. L'État a mis en place un cadre incitatif parce qu'il fallait ouvrir, il fallait que nous soyons dans une société des libertés. Malheureusement, la société des libertés a dégénéré à la société des libertinages. Pour régler le problème, commencez en votre sein. Monsieur le Président a parlé tout à l'heure d'un tribunal des pairs. J'ai parlé tout à l'heure de la formation continue des associations des journalistes. Et Dieu seul sait combien de membres vous avez. Donc, quand vous aurez fini de faire votre travail en interne, revenez regarder l'État pour lui dire, OK, chez nous, on essaie de faire la propreté. De l'extérieur, voilà ce qui se passe. Maintenant, sur l'application des conventions collectives, bon, on peut accuser l'État. On peut dire que, oui, à un moment donné, l'État n'aide pas à l'application des conventions collectives. Et c'est un problème parce Merci. que ce n'est pas seulement dans le domaine du journalisme, mais c'est pratiquement dans plusieurs autres domaines. Si on vous prend, D'accord. par exemple, nous les enseignants, si on vous dit le statut particulier de l'enseignant jusqu'aujourd'hui, il n'est pas appliqué. Si vous allez chez les médecins, si vous allez chez tel, on va dire ce genre de choses. Mais est-ce que les enseignants vont arrêter d'enseigner ou alors vont accepter la pègre dans leur rang parce que le statut particulier n'est pas enseigné? Est-ce que les enseignants vont supporter n'importe quoi parce que le statut n'est pas mis en place? Je dis non. Je dis nonobstant les manquements de l'État qui, comme nous le savons tous, Merci. dans notre pays, a beaucoup de charges.
faisons le travail en interne dans nos corporations et le reste ira bien. Vous avez une minute, Max. Je voudrais... Peut-être même moins. On a 2 minutes de la fin de l'émission. Je voudrais tout simplement demander aux journalistes de tenir compte du cadre dans lequel ils travaillent et de se battre pour l'amélioration de leurs conditions de travail. D'un autre côté, je voudrais faire appel à la conscience des patrons des médias. Parce que je me souviens qu'il y a des patrons de médias qui réunissent les employés et demandent aux employés d'aller se faire vêtir ou bien d'aller s'acheter des beaux vêtements à Idéal. Mais seulement pour dire ça, il faut se rassurer que vous avez donné à ces employés des primes vestimentaires qui n'existent pas. Vous comprenez? Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de prendre son salaire à la fin du mois, qui est peut-être de 100 000, d'aller à Idéal, acheter une paire de chaussures de 150 000. Conscient que vous ne donnez pas grand-chose à ces employés-là, je voudrais que vous respectez au moins leur intelligentsia et justement les profits qui vous font engranger. Fort donc de cela, je convoque encore ici le directeur général de la CNPS de veiller sur les médias, que ces employés des médias soient affiliés à la CNPS. Merci. Parce que d'ici 15 ans ou 20 Merci, ans, Max. on verra justement le pire. Étienne. Oui, tout mon souhait, c'est que l'État se penche sur ce problème de dépénalisation des délits de presse et qu'on révise la loi, le code pénal pour en supprimer le dispositif, le dispositif de non-dénonciation qui peut conduire un journaliste en prison. Et qu'on révise également la loi antiterroriste et les lois sur la cybercriminalité pour pouvoir en extirper les dispositions qui sont contraires aux droits humains, notamment aux conventions que le Cameroun a signées. Et que l'aide à la presse soit revue à la hausse et surtout qu'elle soit transparente. Que les conditions de création des organes audiovisuels soient également, c'est-à-dire que le montant des licences à payer soit amélioré pour permettre que ça ne constitue plus un goulot d'étranglement pour les médias audiovisuels. D'accord. Voilà tout mon Merci. souhait. Merci. Madame la Présidente du Syndicat national jeunesse du Cameroun. Je voudrais interpeller les patrons de presse pour leur dire que quand on parle de conditions de travail, c'est de leur responsabilité entière. Créer un cadre, donner des contrats de travail, l'assurance maladie et la CNPS, c'est nécessaire pour que la ressource humaine puisse continuer à travailler, à produire, à les aider à engranger des bénéfices. Je voudrais interpeller également le ministre du Travail et de la Sécurité sociale sur les questions de conditions de travail des journalistes qui ne sont pas les meilleures. Les employés et dans les entreprises de presse, il n'y a pas des élections qui sont organisées pour avoir un porte-parole des travailleurs, ce qui n'est pas correct. Il y a des entreprises qui ont plus de 20 employés et ils n'en ont pas. Je voudrais interpeller également le directeur de la CNPS pour lui dire que toute une partie aujourd'hui de notre société qui est portée par les médias se porte très mal parce que les employés n'ont pas de CNPS. C'est vrai qu'il a fait un effort de mettre, comment il appelait ça, le moyen de cotiser personnellement sa CNPS, volontaire, l'assurance volontaire. Mais faire une assurance volontaire, ça veut déjà dire que vous avez régulièrement un revenu, ça veut dire que vous avez régulièrement certaines choses. Et ce n'est qu'une solution palliative, alors que les problèmes, c'est que si vous employez une personne, vous devez l'affilier à la CNPS. C'est ce qui est dit par la loi. Et donc, dans les prochains jours, nous allons le rencontrer à cet effet pour que le SNJC puisse avoir au moins que ces syndiqués puissent avoir une situation claire de leur situation au Cameroun. Et je rappelle que demain, vous êtes en commémoration. Oui, le 3 mai. Le 3 mai avec un certain nombre d'activités, un aperçu. Oui, demain, au 3 mai, il y a les rassemblements dans les 10 régions du Cameroun. C'est une manifestation où nous demandons à ce que les conditions de travail, les droits et la liberté de presse au Cameroun soient respectés. Et nous allons ensuite faire des séminaires de formation dans les 10 régions du Cameroun pour que la qualité du journalisme et la qualité du travail
milite pour une presse crédible. Je voudrais terminer avec cette contribution de Angelbert Lebon-Dachoa, votre camarade du RMRC, du directoire. Les délits de presse restent une préoccupation importante pour les journalistes et les défenseurs de la liberté de la presse. Il est important de trouver un juste équilibre entre la protection de la réputation des individus et la liberté d'expression de la presse. Il faut simplement que les délits de presse soient régis par une législation spécifique qui reconnaît l'importance de la liberté de la presse tout en protégeant les droits des individus. Merci à vous d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.